Blandine l'Hirondelle n'est pas une traileuse comme les autres. Vous la connaissez sûrement parce que c'est une traileuse au grand cœur et qu'elle a fait des arrivées sensationnelles riches en émotions. Elle a le don de tout donner et vraiment de mouiller le maillot, notamment quand elle porte le maillot de l'équipe de France de trail, mais pas que. Bien sûr, elle a triomphé plusieurs fois avec l'équipe de France de trail et elle va nous parler de ses grands succès. Elle va aussi nous raconter son premier UTMB qui a été riche en émotions, une course sur laquelle j'étais au bord de la route et vous allez voir, on partage quelques anecdotes pépites. Je me rappelle ma toute première sélection, j'ai juste mis un maillot équipe de France, puis je me suis regardée dans la glace et je crois que je me suis mise à pleurer. Quand j'ai prévu de faire l'UTMB, mon seul but, mon seul objectif, c'était vraiment que de finir cette UTMB. Mais avant ça, Blandine, c'était loin d'être une traileuse parfaite puisqu'elle est arrivée sur le sport vraiment très tard et que même durant ses années de faculté de médecine, eh bien, elle avait des fois un lever de coude plutôt efficace. Non, ça va très loin et il y a des choses qu'on peut pas dire. C'était très rigolo, moi je me suis vraiment régalée. Après, on prend pas trop soin de sa santé pendant ces années de médecine. Bref, elle est la preuve vivante qu'on peut aussi transformer un passé peut-être de commun des mortels en une carrière de sportive de haut niveau exceptionnelle. En plus de ça, Blandine, elle n'est pas pro et à côté, elle est gynéco à l'hôpital, un job qui lui prend beaucoup de temps. Et peu à peu, Blandine, elle est en train de se spécialiser et de donner de plus en plus de conseils pour les sportives qui ont besoin d'accompagnement justement autour de leur cycle menstruel et de toutes les spécificités que peuvent avoir les athlètes féminines. Donc vous le verrez dans la dernière partie de ce podcast, on va beaucoup aborder le sujet, on va essayer de sortir des sentiers battus et d'avoir enfin un témoignage d'une athlète qui connaît les spécificités des athlètes féminines et tout ce qui a trait au cycle féminin. Par certains cas exceptionnels de grossesse pathologique, le sport n'a vraiment que des bienfaits, que ce soit pour maman, que ce soit pour bébé. Faut pas se dire j'ai pas mes règles, ça m'arrange et on verra plus tard quand je voudrais des enfants parce que croyez-moi que encore une fois il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas. Donc ça me faisait plaisir d'avoir une vraie experte qui a les deux expertises et sur lequel on a pu vraiment casser les tabous et rentrer en profondeur pour vraiment vous apporter un maximum de valeur. Donc vraiment faites tourner cet épisode, c'était une mine d'or de contenu. Juste avant de commencer cet épisode, t'es sûrement en train de faire ta séance mais j'ai 3 petites choses à te demander. La première, c'est vraiment de t'abonner sur YouTube ou Spotify, peu importe où t'es. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à aller tout simplement contacter des athlètes de haut niveau comme Blandine et de les convaincre de venir passer parce que plus vous êtes nombreux à nous suivre, le plus c'est intéressant pour eux. Ensuite, financièrement, on te propose d'acheter le kit du performeur intelligent avec tous mes meilleurs exercices de préparation mentale. Vraiment, j'ai ramené les pépites que m'ont dévoilé les athlètes durant les podcasts. Je les ai appliqués par moi-même depuis plus de 5 ans et aujourd'hui, tout roule pour moi. Donc j'avais envie de vous les partager. Je vous ai mis aussi les meilleurs résumés des livres sur la performance, mes meilleurs hacks de santé et plein d'autres choses qui arrivent par la suite. C'est un produit interactif pour tous les gens qui nous soutiennent. Il y aura aussi probablement bientôt des lives, donc vraiment tu peux les rejoindre. C'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Et enfin, si tu veux découvrir les backstage, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram. Je te mets le lien juste ici et tu pourras voir les backstage du podcast, les coulisses et aussi plein de petites infos en exclusivité dont on ne peut pas parler en podcast sur YouTube. Allez, je t'embête pas plus et je te souhaite un bon épisode. Let's go! Salut Blandine. Salut Bart. Comment ça va? Bah écoute, super, merci de m'accueillir ici dans votre superbe studio. Merci à toi de venir. Je sais que tu passes pas souvent sur Paris, tu m'as dit une fois par an à peu près. Oh, peut-être 2, mais non, effectivement, j'évite tous les endroits où il y a beaucoup de foule et des métros, enfin la ville, quoi. Ouais. Ça m'angoisse un peu. T'es plutôt une solitaire ou une introvertie ou... Non, pas solitaire ni introverti, mais j'aime bien le calme. Le calme à plusieurs, mais c'est vrai que c'est toute l'agitation de la ville. Mais après, je pense qu'on s'y habitue. De toute façon, j'ai passé plus de temps dans ma vie dans des villes que là actuellement en Lozère à la campagne. Mais voilà, c'est une question d'habitude, je pense. Ouais. Moi, ça me fait... Je connais pas du tout la Lozère, mais... Faut venir. Écoute, je prends le rendez-vous. Là, en ce moment, je rêve un peu de montagne. Tu vois, je t'avoue que ce week-end, pour avoir été un peu à Annecy, ça me donne bien envie. Mais, ouais. Ça fait combien de temps que tu vis en Lozère? Ça fait 3 ans maintenant. Ok. Ouais. Ah ouais, donc ça fait un petit moment, ouais. Ouais. Et tu trouves les terrains pour t'entraîner autant que tu veux? Alors moi, si je suis allée en Lozère, c'est pas principalement pour l'entraînement. Comme on va le voir, j'ai une double casquette et ma vie, en fait, le sport, on va dire que c'est la principale des choses secondaires, mais principalement, j'ai voulu surtout trouver un endroit pour ma vie personnelle, familiale, professionnelle. Et en fait, la Lozère, il y a vraiment le combo parfait, je trouve. Parce que dans la vie personnelle, voilà, c'est un endroit
hyper tranquille, hyper relaxant, où je me sens bien au niveau professionnel. Voilà, c'est un petit hôpital à taille humaine, etc. Et puis je trouve que tout est facile. Et après, oui, il y a quand même de quoi s'entraîner. Je vais pas te dire, c'est quand même assez sympa, mais on va pas avoir le kilomètre vertical qu'on peut avoir quand on habite à Annecy. Mais voilà, il y a de quoi s'amuser. Et puis au pire, ça n'empêche pas le week-end ou quand on a quelques jours d'aller partir un petit peu en montagne et se faire un peu plus de montagne, quoi. Ouais, j'imagine. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de coureuses et de coureurs se professionnaliser et aller se mettre à Chamonix, aux Deux Alpes, à Annecy. Toi, t'as pas envie de faire ce choix-là parce qu'il y aurait aussi peut-être, je sais pas, des petits hôpitaux tranquilles, beaucoup de verdure. Ça te tente pas? Ouais, mais tu vois, je suis quand même assez attachée. J'ai pas envie de tout orienter toute ma vie pour le sport. Je pense que c'est pas une bonne option. En tout cas, pour moi, c'est pas la bonne option. J'ai besoin vraiment d'un équilibre. Et tu vois, si c'était vivre. Je viens d'y aller aussi à Annecy. Pourquoi Annecy? C'est aussi l'agitation, hein, il y a beaucoup de monde. Et voilà, je veux pas me mettre loin de ma famille et de mes proches et m'isoler juste voilà, pour tout faire pour le sport. Moi, j'ai besoin aussi de mon petit équilibre que je retrouve en Lozère. Non, ouais, j'ai pas envie de tout plaquer pour le sport. Même si il y a des petits hôpitaux, je reste quand même loin la famille et des proches. Donc, non, je préfère là où je suis. Ok, mais tu as bien raison de prioriser la famille. Tu es gynéco aujourd'hui à l'hôpital. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Comment est-ce qu'elle vient, cette envie de soigner des femmes? Ouais, alors j'ai toujours voulu faire médecin, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr, j'ai toujours eu envie de faire médecin. Alors après, mon papa est médecin. Faut pas croire que c'est lui qui m'a forcé, hein, loin de là. Par contre, ce qui m'a donné envie, c'est de connaître ce métier, de voir qu'il était passionné et épanoui là-dedans. Et donc c'est ça qui m'a donné envie surtout de faire ça. Après, je me suis orientée vers la gynécologie quand j'ai découvert ça au cours de mes études de médecine. Alors initialement, c'était surtout, donc moi j'étais pas du tout dans le sport, je pensais pas du tout que je ferais ça de ma vie. Donc j'avais cœur à assez orienter ma vie vraiment par ma profession. Et ce que j'aimais dans la gynécologie, c'était le côté très, très varié. On peut faire de la chirurgie, on peut faire de l'obstétrique, on peut faire de l'imagerie, on peut faire du libéral, on peut faire énormément de choses, de la cancéro. Donc voilà, c'était ça que j'aimais bien. C'était un peu... j'avais hésité avec médecine générale, et en fait, la gynécologie, pour moi, c'est la médecine générale de la femme, mais en plus avec de la pratique, moi, j'ai toujours aimé être un peu manuelle. J'aimais beaucoup aussi la chirurgie, donc voilà pourquoi j'ai choisi la gynécologie. Là, à l'heure actuelle, j'ai plus envie de me faire un peu de gynéco du sport, on en reparlera tout à l'heure. Mais vraiment, initialement, c'était pour avoir une activité un petit peu variée et pas m'ennuyer. Ouais. Et est-ce que, selon toi, on peut réussir en médecine en faisant du sport à grosse dose, on va dire? Bah donc oui, pour toi, ça a été... Ouais, vas-y. Il y a des exemples, effectivement. Je pense que oui, les deux carrières peuvent se faire. Moi, si on devait parler de mon propre cas, j'ai eu, entre guillemets, la chance. On va pas dire que c'est une chance, mais en tout cas, j'ai découvert le sport alors que j'étais au bout de ma 8e année de médecine. Et il me restait, entre guillemets, plus que 3 ans, parce que c'était 11 ans, 3 ans à tenir. J'ai choisi une spécialité quand même, c'est une des spécialités les plus intenses, les plus difficiles, les plus stressantes. Puis même la chirurgie, ça demande aussi beaucoup d'exigences et d'investissement. Alors je le répète souvent que je pense que si j'avais découvert le sport plus tôt dans mes études de médecine, je ne pense pas que j'aurais choisi cette spécialité. Et est-ce que si j'avais découvert le sport avant les études, j'aurais choisi de faire médecine? Ça, je ne sais pas. Après, je ne sais pas ce que la vie aurait fait. Mais bon, c'est vrai que, comme je te dis, j'ai toujours eu envie de faire ça. Donc peut-être que j'aurais quand même tenté. Ensuite, si on prend des exemples, oui, on connaît plein d'athlètes qui font ça. Mais souvent, tu vois, si je te prends l'exemple d'Ariane Schroeb, qui prépare les Jeux Olympiques, tu vois, lui s'est pris des années sabbatiques. Entre-temps, donc lui... ça va pas être 10 ans, il va être sûrement diplômé au bout de 15 ans. Mais du coup, tu peux faire quelques petites années de transition. Après les études de médecine, moi, pour ma part, ça a été intense la première année. Ensuite, pendant 5 ans, ça a été
pump it up. Je pense que j'ai pas beaucoup étudié, beaucoup fait la fête. Donc là, au lieu de faire la fête, j'aurais pu m'entraîner si j'avais fait autant d'entraînements sportifs que de soirées. Je pense que j'aurais été vraiment très forte. Ou même que je pense que je serais tombée probablement sur entraînement plutôt et en burn-out. Et après, il y a la 6e année de médecine qui est aussi un peu difficile parce qu'après, c'est le concours. Et ensuite, l'internat. Et puis après, il y a plus ou moins l'endroit et le type de spécialité que tu fais. C'est plus ou moins... tu as plus ou moins de facilité à faire une activité, à faire un sport à côté, quoi. Ouais. Donc, à tes 20 ans, tu étais beaucoup plus fêtarde que sportive. Ouais, bah même avant. Tu as quelques faits d'armes de fêtarde un peu précurseur, mais à partir des 18 ans. Comment ? Est-ce que tu as quelques faits d'armes de fêtarde à nous partager ou pas ? Des anecdotes de mes soirées ? Ouais, parce que les soirées médecine... Bah oui, c'est pour ça, normalement, on le dit pas. Pour celles et ceux qui ne savent pas... Non, ça va très loin et il y a des choses qu'on peut pas dire. Des choses qu'on peut pas dire, mais oui, c'était très rigolo. Moi, je me suis vraiment régalée. Après voilà, c'est vrai que c'est vrai qu'on fait pas trop soin de ça, on prend pas trop soin de sa santé pendant ces années de médecine. C'est drôle comme le corps s'habitue aussi. Moi, je me rappelle que pour essayer tout juste d'être un petit peu pompette et rentrer en boîte sans dépenser trop d'argent, il y a une époque de ma vie où je pouvais prendre une bouteille de spiritueux entière et j'étais juste un peu pompette. Et maintenant, je bois un verre de bière, de pinte, et ça me tourne un peu la tête. Donc ça, c'est rigolo de voir comment le corps s'habitue. Puis il y a une période aussi où je fumais. Bon, c'était le tabac, la clope sociale. Mais tu vois, ça aussi, c'est assez étonnant quand t'es sportif maintenant. Mais non, il y a eu plein de choses un peu bêtes qu'on a fait pendant nos soirées, mais je regrette absolument pas, tu vois, parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est, je sais que voilà, j'ai tourné la page et j'ai vraiment, pour moi, vécu pas une adolescence, mais une période étudiante vraiment très rigolote, qui avait rien à voir avec ça. Et tu vois, on sait pas ce que l'avenir, on sait pas ce qu'on serait devenu, et peut-être que si j'avais connu le sport dès le début, je me serais lassée, peut-être que là, à cet âge-là, j'en aurais eu marre, ou tu sais, un peu le coup de la crise de la trentaine, en train de se dire, de regarder derrière soi et de se dire, en fait, j'ai passé ma vie à faire du sport, à me restreindre sur certaines choses, et j'ai pas profité de ma jeunesse, donc tu vois, moi, je pourrais dire que j'ai bien profité, quoi. Ouais. Non, et puis on voit aussi beaucoup d'athlètes, après une carrière, tu vois, suite aux années de frustration, qui vont compenser le retard un peu qu'ils ont pu avoir là-dessus. Et j'aimerais bien, tu vois, avoir sur le podcast des témoignages d'athlètes qui ont vécu les dérives, on va dire, en retraite. C'est hyper intéressant, ça. Et... Je ne sais pas si c'est compenser une frustration ou, moi je le dis, le sport, les émotions que tu prends sur le sport, c'est une drogue, en fait. Ouais. Et quand tu arrêtes ça, je pense que c'est comme un drogué qui essaie de rechercher encore sa dose. Et il y a peut-être un effet de manque. C'est assez étonnant ce que je vais dire, mais je le vois aussi comme ça. Alors, c'est peut-être un mélange de tout, mais j'ai aussi entendu pas mal de témoignages assez poignants sur des athlètes qui sombrent un peu dans ces dérives de drogue, d'alcool, de fête après une carrière sportive. Donc, frustration ou recherche de sensations, d'émotions, d'expériences. Mais ça fait... Ouais, ça donne un peu... Ça fait un peu hérisser des poils dans le dos. Comment on dit déjà ? Dresser les poils dans le dos. Voilà, c'est ça, ça fait un peu dresser les poils d'entendre ça. Mais je pense que, tu vois, le fait d'avoir vécu tout ça, à mon avis, je serais protégée. Ouais, tu connais. Voilà, je l'ai vécu, je ne suis pas frustrée. Je ne suis pas du tout frustrée par rapport à ça. Ouais, mais je suis en train d'écrire un post là en ce moment, justement, où sur un peu cette ambivalence du sportif où on t'invite à l'Élysée, on t'invite sur des plateaux télé, on te fait des interviews, on te paye des fois, on t'invite dans des dîners, dans des hôtels de luxe et tout. Puis à côté, tu vis dans un studio, t'as pas de salaire, la fédération te dit galère, débrouille-toi. Tu peux être une star, tu vois, pendant quelques jours, quelques mois, et puis en fait revenir chez toi dans ton petit HLM. Tu vois, moi je suis allé chez certains athlètes qui vivent des champions olympiques qui vivent presque dans des HLM, vraiment. Et
et qui galèrent bien. Donc, Ouais. je pense que Et cette ça, c'est ambivalence, ça pendant... fait les tourner la tête. Ça, Quoi. ouais, c'est ça, c'est pendant la carrière sportive. Même en fait, ce que tu dis, c'est être sous la lumière des projecteurs pendant toutes ces années de sport et du jour au lendemain, quand tu arrêtes ta carrière. Alors, le pire, c'est quand tu l'as pas voulu, Ouais. suite à blessure ou contre-performance. Tu passes de la grande star à inconnu. Tout le monde t'oublie. Et ça aussi, je pense que c'est très difficile. Ouais. Mm. Mais en tout cas, je reviens à toi, mais ce que je trouve hyper inspirant, c'est que t'embrasses cette partie-là, pas du tout avec regret ou avec remords. Moi, des fois, je regrette un peu mon passé de fêtard parce que je me dis, mais je me suis abîmé la santé, je me suis fait mal. Et, et des fois, à l'entraînement, dans les séances un peu de lactique vraiment dures, je me dis que je peux plus les faire ou que je pourrais jamais, tu vois, repousser un peu plus loin parce que j'ai grillé quelques cases, j'ai grillé quelques cartouches avant. Et en tout cas, quand je t'entends, moi, ça m'inspire beaucoup parce que je me dis, c'est possible. Déjà, en fait, cette petite voix qui me trotte un peu dans la tête, elle n'est pas vraie. Il y a pas mal de contre-exemples. Et t'en fais partie. Et vraiment au top niveau mondial. Enfin, tu vois. Et en plus, c'est pas qu'un coup d'éclat, quoi. Ça fait depuis 2019 que ça dure et même avant, tu vois. Et donc, moi, en tout cas, c'est ce que je trouve super inspirant dans ton discours et dans ton passé, quoi. Donc, Mais tu vois, bravo je pour ça. pense pas qu'il faut avoir des regrets parce que de toute façon, ton passé, tu peux pas le changer. Ça, c'est clair. Tu peux pas le changer. Et comme je te dis, tu sais pas ce qui se serait passé. Peut-être que si tu avais fait du sport depuis tout jeune, comme je te dis, il y a au bout d'un moment, quand toute notre vie est orientée sur un domaine, mais après ça peut être le sport, le boulot, l'art, enfin n'importe quoi, tu peux vite arriver à épuisement mental et aussi surtout physique. Après, moi, des fois, je rigole parce que quand je vois quand je vois mes concurrents ou d'autres athlètes de haut niveau dans notre sport, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui ont fait des sports d'endurance avant, du ski de fond, de l'athlétisme, du kayak. Enfin, voilà, il y a énormément La plupart, quand même, des athlètes ont fait des sports avant. Et moi, c'est vrai que c'est étonnant parce que je me suis vraiment mise au sport à 26 ans. Avant ça, c'était... si je devais courir, c'était 1 ou 2 fois par semaine pour essayer de décuver plus vite et pouvoir enchaîner mieux la soirée le lendemain. Le soir même. Tu faisais vraiment ça? Ah bah oui, non, mais ça c'était... Mais c'est vrai que c'est connu, si tu transpires, t'évacues... Ouais, et puis tu te sens mieux, quoi. Enfin, c'est surtout aussi de restimuler un petit peu ton système, parce que quand tu restes au lit toute la journée, parce que t'as un peu la gueule de bois, il n'y a rien de pire, au moins tu te stimules. Mais ouais, tu te sens un petit peu mieux. Mais du coup, je rigole parce que moi, j'ai fait mon entraînement. Moi aussi, j'ai fait mon sport d'endurance parce qu'en fait, quand tu commences la soirée, l'apéro à 21h, que tu vas en boîte, que tu danses toute la nuit, que tu finis à 9h du mat, que tu dors 3 heures et que tu te réveilles à midi pour enchaîner le jour même à 21h sur la soirée et que ça, tu fais ça 5 jours sur 7, la dette de sommeil et puis l'endurance, etc. Je pense que je l'ai travaillé comme ça. Après, et aussi, on fait un sport, mine de rien, l'ultra-trail, ça met un peu son corps à mal. Et voilà, gestion de la douleur, du stress. Peut-être que mon corps s'est habitué à un tellement gros stress avec tout l'alcool que j'ai ingurgité que finalement, un petit peu de lactique ou même au niveau, je sais pas, même des gels ou des choses comme ça au niveau gastrique, j'ai jamais eu de soucis. Peut-être que c'est parce qu'il a été habitué à bien pire. Qui sait? Non, je pense qu'il faut pas avoir de regrets tant que tu as profité. C'est vrai que si j'avais vécu une enfance comme ça, où j'avais été dépressive, ou voilà, oui, peut-être que j'aurais eu des regrets. Mais tant que moi, je l'ai super bien vécu, j'étais une enfant heureuse. Enfin, l'enfant aussi, mais là, pour le coup, c'était plutôt une étudiante heureuse. Donc non, il n'y a pas de regrets à avoir. Hein. Non, mais merci de partager ça. Déjà... je vois beaucoup d'athlètes être un peu dans le contrôle, tu vois, et un peu à cacher un peu ces phases sombres, tu vois, avec un petit côté où tout est parfait, où j'ai été invité sur des regroupements d'athlètes et tout le monde s'observe, c'est qui mange le mieux, il y a un peu de jugement s'il y en a un qui fait un écart ou une qui dit quelque chose de travers, et c'est rafraîchissant, en tout cas de t'entendre et de se dire, bon, bah, c'est fait, et faut trouver aussi un équilibre à soi entre
la rigueur que demande le sport et la discipline, il en faut quand même. Hein. Je pense que tu me contrediras pas. Et aussi se connaître et avoir exploré d'autres choses, quoi. Ouais, de toute façon, pour moi, il n'y a rien de pire que la frustration, l'hyper-contrôle. Souvent, ça marche un temps, mais ça va pas bien loin, quoi. Ouais. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que là, moi, ça fait 6 mois là, que j'ai vraiment décidé d'arrêter l'alcool, tu vois. Et j'ai... Pas de chance. Pas de chance. Et en fait, tu vois, en en parlant à ma psy, en en parlant aussi un peu avec mes proches, l'arrêt total n'était pas du tout la bonne idée, en fait. Tu vois, c'était... parce que j'aurais toujours un peu le FOMO de la fête. Tu vois, de temps en temps, sur un mariage, sur un nouvel an, de pouvoir un peu lâcher les boulons. Et du coup, j'ai plus, tu vois, j'ai droit à un joker tous les 4 mois, voilà, qui est défini. Ouh, c'est strict, hein, quand même. Hein. Ouais, il pourra peut-être y en avoir plus, tu vois, mais ça me va très bien, tu vois. Et du coup, j'ai pas la frustration, tu vois, de privé ou quoi. Du coup, je note dans un carnet tous les jours, 100 et tout. Ça y est, et puis tu fais des J-7, je pourrais enfin boire ma bière, J-6, ça y est. Bah, il y a un peu de ça, T'as ouais. entouré les jours. Il y a un peu de ça. Tu vois, cet été, j'ai le mariage et je sais que je vais m'autoriser, tu vois, à lâcher prise par rapport à ça. Et en même temps, du coup, ça me manque pas en attendant, tu vois. Je me dis, en attendant, je le fais, je m'entraîne à fond. Objectif marathon pour tous. Voilà, trop bien. Donc, je sais pas, toi, tu le gères comment, ça? C'est à l'instinctif ou tu essaies de le chiffrer Concernant l'alcool? Ouais, par exemple, ou les moments où on peut... Moi, quand on me le propose, enfin... Si on me le propose, je le fais. Après, je vais peut-être faire attention une semaine avant une compète. Mais si... En fait, si j'en ai envie, je le fais. Tu vois. Ouais. Et instinctivement, j'en aurais peut-être pas forcément envie d'aller boire des verres et faire une soirée si je sais que je suis en pleine période d'entraînement, je suis un petit peu fatiguée. Moi, instinctivement, intuitivement, je fais beaucoup à l'intuition. En fait, j'aurais envie, voilà, de passer une petite soirée cool, à regarder un film, à manger... manger du chocolat et des amandes devant un petit film et une petite tisane. Et puis, il y a des fois où j'ai envie, en fait, là... j'ai envie de me faire plaisir, on me propose quelque chose, allez, on y va, banco. Là, là, c'est particulier parce que je viens de faire ma compétition, mais c'est vrai que hier, je me dis, non, ça fait depuis samedi que je crois qu'il n'y a pas eu un jour où je me suis pas pris au moins 2 pintes de bière et ça fait, enfin, voilà, on me le propose, donc je prends, puis on est... Tu vois, c'est vrai que même mon conjoint, enfin mon copain Mathieu, on est assez amateur de vin. Donc, quand il y a une bonne bouteille, c'est pas forcément pour aller se mettre une cartouche, comme on dit. Mais il y a aussi pour le plaisir de manger, de boire une bonne bouteille de vin, de s'ouvrir une bonne bouteille de vin, comme on se prendrait une bonne tarte au citron, quoi, aussi. Ouais. Effectivement, des fois, je me pose la question, est-ce qu'il faudrait que je sois un peu plus exigeante avec tout ça ? Toujours est-il que pour l'instant, ça marche, j'ai pas de frustration et je me sens bien comme ça. Donc écoute, voilà. Après, encore une fois, intuitivement, j'ai pas envie de tous les soirs, j'ai pas les gouttes de sueur parce que je suis en sevrage et j'ai pas forcément envie de me faire des burgers et des pizzas à manger. J'ai quand même, de toute façon, intuitivement l'envie de prendre soin de mon corps. Et puis exceptionnellement ou pas, mais quand l'envie me vient de prendre un verre ou de manger des cochonneries, je le fais et puis voilà, quoi. Bah écoute, merci de le dire. C'est bien de libérer un peu la parole sur ce sujet-là, je pense. Comment je rebondis après ça? Non, mais c'est... Enfin, je t'admire en tout cas. Je suis bouche bée du tout. Ouais, un truc qui surprend. De quoi les athlètes de haut niveau boivent des bières et mangent des tartes au citron. Non, mais attends, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Je peux te dire que j'ai vu
Je dirais jamais qui, hein. Mais j'ai vu des athlètes prendre des drogues dures à quelques semaines de grandes compétitions. Ils auraient pu se faire choper sur des contrôles antidopage vénères. Donc, tu vois, moi, j'ai un peu tout vu, tu vois. Je suis OK. Et d'ailleurs, ce qui me fait marrer, et mon point, c'est plutôt l'espèce d'ambivalence et de contradiction qu'il peut y avoir avec, effectivement, certains ou certaines qui peuvent être excessivement dans le contrôle, d'autres qui vont être excessivement dans le contrôle de leur image et pas vouloir montrer cette partie un peu naturelle qui est de craquer, d'avoir envie de se faire plaisir. C'est normal d'avoir envie de manger du sucre quand tu vis dans un monde où tu allumes ta télé, tu as des pubs pour du chocolat, tu passes au Carrefour à la caisse, il n'y a que des trucs de multicolores avec des odeurs, des saveurs, tu vois, qui... Ouais, puis c'est le principal carburant aussi, hein, quand on fait une activité physique, il faut bien, et puis c'est pour les muscles, pour le cerveau, enfin, je pense qu'il faut pas aussi... Après, il y a certains, comme on le sait, hein, il y a plusieurs types de sucre, mais je pense que, tu vois, c'est vrai qu'il y a des périodes où j'en ai envie parce que mon corps en a besoin, d'autres périodes où j'en aurais pas envie. Ouais. Moi, c'est vraiment, effectivement, à l'intuition, je pense. Ok, ouais, tu fonctionnes plus comme ça. Ouais, et si je serais attirée par toutes ces choses dont tu me dis, les sachets multicolores et tout, là, je pense que c'est quand je suis vraiment fatiguée que j'ai envie de manger des cochonneries, quoi. Mais sinon, je suis pas forcément attirée par les cochonneries, mais voilà, des petits plaisirs. Il y a des bonnes choses, forcément que ce soit hyper industriel, mais voilà, tu vas dans des boulangeries, c'est du fait maison, c'est pas forcément le régime idéal, mais voilà, c'est quand même quelque chose de bon. Enfin, on va pas rentrer dans la nutrition. Mais effectivement, pour redire ce que quand tu me dis, il y a les extrêmes, je trouve que le sportif de haut niveau, alors je peux pas, peut-être pas forcément parler de moi, je me trouve pas non plus je suis pas non plus à si haut niveau, mais voilà, quand tu parles vraiment des sportifs de haut niveau qui doivent avoir vraiment les épaules très larges pour encaisser tout ce qu'ils encaissent, c'est souvent des personnalités, comme tu dis, excessives, qui sont je pense, qui ont tendance souvent à aller dans l'excès, mais pour en arriver là, on est bien obligé aussi. Donc effectivement, après, dans l'excès au niveau entraînement, au niveau sport, au niveau plein de choses, mais donc ça peut aussi déteindre sur l'alimentation peut-être. Ouais. Attends, ça m'a marqué parce que tu as dit je me considère pas comme étant au très haut niveau. Non, je veux dire, je suis pas comme Amélie Mauresmo. Oui, Amélie Mauresmo. Ouais, ou je sais pas, ou un Nadal ou un Mbappé, enfin tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que... Non, mais ce que je veux dire, c'est cette notoriété, non, mais ça n'a rien à voir avec le sport, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que enfin, c'est quand même du très haut niveau d'un point de vue. Mais comment on fait pour être plus au très haut niveau que quand on est championne du monde? On gagne l'UTMB, par exemple. Oui, tu fais 3e, je pense que ça arrivera. Ouais, mais je me considère pas, tu vois, comme je te dis, moi, c'est pas la principale des choses de ma vie, le sport. On n'a pas non plus on n'a pas une énorme notoriété comme peuvent l'avoir des footballeurs ou des tennisman, tu vois. On est assez protégé là-dedans. Moi, je me trimballe dans la rue, personne ne me connaît. C'est simple. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas m'appeler Mbappé. Ça doit pas être évident tous les jours, mais voilà. Et du coup, accepter tout ça, toutes les contraintes, c'est ce que je dis, ça m'étonne pas qu'après, il y a certaines dérives parce que c'est dur à encaisser tout ça, tout ce qu'ils ont, toute la pression, toute la notoriété, ils peuvent plus. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'un Kylian, il peut même plus aller acheter sa baguette de pain. Enfin, je te parle de Kylian, mais même plus. Enfin, on n'est pas obligé d'aller aussi haut. Mais t'arrêterais de courir s'il y avait autant de médiatisation sur le trail que dans le tennis ou dans le foot, par exemple? Non, je pense pas. Mais est-ce que je serais aussi heureuse? Je sais pas. Mais non, parce que on dit ça, faut pas se voiler la face non plus. Ça ouvre quand même pas mal de portes d'avoir de la médiatisation. Je sais pas. Est-ce que... oui, je continuerai à courir si ça me rend toujours heureuse. C'est vrai que je suis en train de te dire que ça me rendrait pas heureuse, donc peut-être que j'arrêterai. Écoute, je sais pas, je pense qu'il faut le vivre. Faut faire, il y a du bon et du moins bon. Faut voir sur la balance la part des choses. Ouais, et puis je pense, tu vois, il y a aussi un Kylian, je pense qu'il a connu que ça,
tu vois, à 18-19 ans, était déjà excellent. Je sais pas à quel âge il est champion du monde, mais il doit avoir 20 ans. Enfin, tu vois, Ouais. ton cerveau, il est même pas terminé à 20 ans, tu vois. Tu t'as Bah, connu regarde, que lui, ça. la preuve, il est parti en Norvège parce que quand il habitait à Chamonix, les gens venaient frapper à sa porte, quoi, limite. Donc, euh, donc lui, la notoriété, bah, tant mieux, parce que du coup, il a pu se faire sa marque. En plus, c'est le cas de le dire, mais il a pu jouer là-dessus. Là, il vit excessivement bien, et tant Mm. mieux. Mais en contrepartie, ben, il a dû aller un peu s'exiler en Norvège. Et voilà, lui, pareil, hein, il peut pas sortir. Bon, peut-être que s'il sort à Paris, il sera arrêté peut-être qu'une fois sur deux. Mais s'il sort dans un endroit en montagne ou un événement sportif, il peut même plus respirer. Mm. Et voilà, c'est le revers de la médaille. Mais Ouais. je pense que c'est le revers de la médaille, mais l'autre côté donne aussi beaucoup d'avantages, donc on peut pas non plus cracher Ouais, dessus. ouais, c'est ça, ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est effectivement, je pense qu'il y a une vraie différence à avoir vécu ça tout le temps, ou vivre une transition brutale aussi, tu vois, comme, Mm. ou avoir une progression un peu lente, tu vois, et progressive, tu vois, qui... Oui, avoir le temps de se forger Ouais. plutôt que ça nous arrive comme ça sur le coin de la figure. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, j'ai écouté une interview de Joe Star, tu vois, et il disait, du jour au lendemain, je suis passé du mec qui faisait du graffiti et qui dormait dans le métro et qui buvait une bouteille de rhum tranquille, il dormait dehors, tu vois. Et quand il sort son premier album, c'est son agent et Cool Chain, du coup, qui viennent le chercher dans le métro sous une tente pour le dire, mec, on a fait 100 000 ventes la première semaine, c'est du jamais vu. On comprend pas ce qui se passe, faut que tu ailles Ah, bosser, mec. Et génial. lui, il dit, ouais, mais j'étais pas prêt à ça, quoi. Donc après, ouais, il a eu. Tu vois, moi, je dis pas que c'est un rôle modèle du tout. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est son rapport à la célébrité, Ouais, quoi. Tu vois, qui était hyper violent, en fait. C'est ouais, hyper, ouais, ouais. tu le prends en pleine tronche, quoi. Et ça te rattrape après toute ta vie, quoi. Euh, mais intéressant. J'avais jamais posé cette question, tiens, si ton sport il devient complètement hyper médiatisé, Mm. comment tu le vivrais Mm. euh, C'est vrai qu'on n'est pas du tout prévu de parler de ça, mais voilà, ça ça t'est vient venu comme comme ça. ça, écoute. Euh, Voilà. le, je rebondis juste un tout petit peu, justement, là, vu qu'on parle un peu médiatisation et tout. Euh, Ça m'avait surpris, justement, où je t'entendais à l'UTMB là, cette année, où, pour la petite histoire, mais du coup, j'étais présent en tant que média. Et, euh, et du coup, je t'ai vu tout du long du parcours. Je me suis pas permis de te déranger. Et il y a une phrase qui m'a marqué, c'est que effectivement, tu es sur le podium. Les gens veulent te le dire et te disent, je sais plus, j'ai oublié le nom de ta concurrente qui était devant ou pas très loin. Et les gens te le disent, quoi, te le crient. Elle est pas très loin, Blandine, vas-y. Et j'ai un souvenir de toi, parce que je l'ai entendu 2 fois en plus. Je crois que je l'ai entendu à Champélac, et je crois que je l'ai entendu à la Foulie aussi. Où tu dis, mais j'ai pas envie de savoir, et tu cries. Euh, et j'avais envie de te poser la question, ouais, pourquoi tu n'avais pas envie de savoir où se trouvait ta concurrente, tu vois. Ouais, en UTMB, c'était un peu particulier. Moi, vraiment, quand j'ai entrepris de faire, enfin quand j'ai prévu de faire l'UTMB, mon seul but, mon seul objectif, c'était vraiment que de finir cette UTMB. Tu vois, je m'étais pas du tout mentalisé un objectif de performance, de place, de temps. Je voulais juste finir la boucle, découvrir cette distance que j'avais jamais connue, courir de nuit que j'avais jamais fait, avoir l'alimentation, etc. Et effectivement, je m'attendais pas à faire un podium. Et puis non, je pense que je l'ai dit un peu plus tard dans la course. Parce que pendant assez longtemps, j'étais 2 ou 3e de la course. Mais bon, tu vois, jusqu'à mi-course, tu dis tout peut toujours arriver. Et en fait, à peu près à la mi-course, ou à peu près à partir de la Foulie, ouais, sûrement, euh, j'ai un petit coup de moins bien, un gros coup de moins bien, jusqu'à Champé-le-Lac. Et ensuite, après Champé-le-Lac, toute la partie pour aller à Valorcine, j'ai eu quand même Hmm. un gros coup de moins bien. Et à ce moment-là, je me suis fait rattraper et par Katharina Hartmut, la deuxième, et Fu Zhaojiang, qui a fini finalement 4e.
Et c'est très difficile mentalement quand toi, tu es dans le mal et que tu vois 2 nanas qui te doublent alors que toi, tu arrives à peine à avancer, que tu as mal partout, etc. Et pendant toute cette partie qui a duré quand même peut-être 3 bonnes heures, donc c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, vous, quand vous voyez, d'extérieur, vous voyez juste des passages qui durent 1 minute et où c'est filmé. Sauf qu'en fait, ça fait pendant 3 heures que toutes les personnes que je vois sur le parcours me disent « Ah, elles sont juste devant !» Sauf que ce qu'ils ne savent pas. Et en fait, c'est parce que je l'ai répété, répété. Donc, effectivement, arrivé à la Valorcine, peut-être que je l'ai dit d'une façon un peu plus appuyée et qui paraissait un peu énervée. Mais c'est que les gens ne savent pas, c'est que je savais très bien qu'elles étaient devant parce qu'en fait, elles venaient de me doubler. C'est pas comme si c'était moi qui revenais sur elles. Et ensuite, quand tu l'as entendu, tu devais probablement être un ravitaillement où là, il y avait les gens qui me suivaient, donc mon coach, mon copain, notamment, et c'est à eux surtout que j'étais un peu plus agressive, et mon team manager. Mais moi, je suis quelqu'un qui est vraiment rentre dedans, qui aime bien, châtie bien, et heureusement que je m'entends très bien avec les trois, hein. Surtout avec mon copain, heureusement, et mon coach, et puis aussi mon team manager. Mais du coup, quand c'est eux qui me disent, ils me disaient les temps, en fait, c'est pas que je voulais... C'est-à-dire que me dire les temps, ça me renvoyait à... il faut que ça me switchait en fait dans mon objectif. Mon objectif, c'était juste de finir. Et qu'ils me disent, tu peux encore l'avoir, elle est pas loin, la 4e, tu peux être 3e. Ça m'a brutalisée sur le coup parce que je me suis dit, non, en fait, là, mon objectif, moi, c'est juste de finir. C'était pas le deal, les gars. On n'avait pas prévu, on s'était pas dit qu'on devait faire un podium, on s'est juste dit qu'il fallait que je finisse. Donc, laissez-moi finir. Et aussi, ce qui m'a un peu agacée, c'est que j'étais vraiment dans le mal et j'avais envie juste de leur... Enfin, ils me disaient, allez, un petit coup, en gros, accélère, tu peux y arriver, c'est que le mental. Sauf que pour moi, vraiment, j'avais l'impression que au mieux, ce qui pouvait m'arriver, c'était de maintenir mon allure. Au pire, c'était de ralentir, mais je ne pouvais absolument pas, selon moi, aller plus vite. J'avais l'impression d'être au bout déjà. Donc, me dire ça, c'était aussi un peu dénigrer tout ce que je faisais depuis 3 heures où vraiment je serrais les dents et j'essayais juste de survivre, de maintenir l'allure. Et pour moi, c'était déjà un énorme effort. Et comme on demande un effort encore plus, parfois, c'était même... ça m'a même un peu déçue j'avais l'impression qu'ils étaient déçus. Que je n'arrive pas à aller plus vite et j'étais du coup un peu aussi déçue moi-même de me dire qui pense que je puisse aller plus vite et puis aussi c'était de dire non, le deal c'était pas ça, on n'avait pas prévu, on n'avait pas dit que je ferais l'UTMB et que je ferais 3e. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait donc ça a duré 2-3 bonnes heures jusqu'à ce qu'en fait arrivé juste après le col des montées. C'est vrai que j'ai tout le col démonté, je sais pas si tu vois, c'est un faux plat montant, c'est un petit peu difficile, t'as déjà fait 155 km et presque 9000 mètres de dénivelé, ce qui est pas rien. Et en fait, ce col-là, je l'ai quand même fait en trottinant. Donc, tu me dis, mais elle est pas comme ça devant, hein, je te jure, elle est pas comme ça, elle trottine pas. Oui. Puis on me donne des écarts, souvent c'est ça, il y en a qui disent 8 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Enfin, il y a un moment où on a envie de savoir exactement ce que c'est, on entend tout et rien. Et arrivé au moment où j'ai vu Fujao, là, en fait, c'est là que ça fait switch mental. Et c'est là où on se rend compte vraiment que le mental est c'est assez impressionnant, en fait. Il peut vraiment prendre le dessus sur ton physique. Et quand je l'ai vu, quand j'ai vu que j'avais vraiment une allure bien plus élevée que la sienne, là, ça m'a vraiment remis en confiance. Et effectivement, là, c'était pas forcément le 3e, le podium UTMB, mais c'était gagner une place, encore plus... c'est encore mieux. Et là, pour le coup, il y a eu un switch. Et en 1 minute, j'étais passée de « je suis cramée, j'arrive plus à avancer » à « ah, mais en fait, finalement, la montée de la Flégère, elle est pas si difficile que ça. » Et voilà un petit peu mes ressentis à ce moment-là. Donc, à la caméra, il y a eu des images qui ont été, des vidéos qui ont été un peu filmées. Et je peux paraître énervée, mais c'est que moi, je suis vraiment quelqu'un un peu rentre dedans. Et avec mes proches, souvent, j'aime bien être, être un petit peu rentre dedans. Ils le savent et on se charrie comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de leur dire ça. Mais je me serais peut-être pas permis de dire ça au premier venu non plus. Et toi, je t'aurais pas dit ça, t'inquiète pas. Non, mais ça m'a marqué. Je sais à quel point les émotions sont fortes et à quel point c'est les montagnes russes émotionnelles durant une course comme l'UTMB. Et je condamne pas du tout le fait d'avoir demandé à ce qu'on respecte ton objectif, tu vois. Et je comprends
je te comprends tellement que tu vois que ça soit polluant, que les gens veuillent te faire courir plus vite que ce que tu veux courir, tu vois. Mais je me suis mis à ta place, je me suis dit que ça devait être très dur pour la gestion, de rester calme, parce que tu vois, mine de rien, quand t'es à Champey, il te reste quoi? Il te reste 50 bornes à peu près? Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, 50 km quand on a déjà 120 dans les jambes, c'est long, quoi. Ouais. Et puis je voulais pas savoir les écarts, parce que pour moi, si elle venait de me doubler, c'est-à-dire qu'elle allait plus vite que moi. Donc je voulais pas qu'on me les dise, parce que j'étais persuadée que plus on me les dirait, plus ils seraient élevés, et que je verrais inéluctablement ma régression et les filles devant moi avancer plus vite. Et je pense que ça m'aurait fait un coup au moral aussi. Et ce que je me suis dit, waouh, que tu dépensais beaucoup d'énergie pour essayer de pas savoir, justement, tu vois. Et ça m'a surpris, parce que je me suis dit, si elle dépense autant d'énergie pour pas savoir, c'est que le fait de pas savoir, de lui donner tellement d'énergie pour sa course, qu'il y a un truc qui joue. T'es allé loin, hein. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Après, toi, t'as pas forcément ce recul-là et cette... C'est-à-dire que je voulais vraiment rester dans la bulle et faire ma course, pas en fonction des autres. Ça doit être dur, ça, je pense. Mais de toute façon, quand tu vois du monde tout du long et tout. De toute façon, on s'y habitue, parce que je voulais pas savoir, mais je le savais un peu. Les gens, ce sont le nombre de personnes qu'il y a sur le parcours du TMB. T'inquiète pas qu'il y en a forcément un parmi tous ceux-là qui ont pris les chronos et qui me disent les temps. Mais mais comme je te dis, ça varie tout le temps. Il y en a qui me disaient 8, il y en a qui me disaient 1. C'est ça aussi. C'était un peu fatigant. Donc quand je dis je veux pas savoir, c'est que de toute façon, je sais que c'est... Enfin, il y a tellement une fourchette large. On sait même plus qui croire, en fait. C'est ton tout premier ultra? Enfin, ultra distance 100 miles? Ouais. Est-ce que c'est vrai que c'est le format le plus fort, du coup, le plus intense, toi, quand t'as exploré beaucoup de formats? Non. Alors, le problème, je pense que je suis un peu biaisée. Parce que, alors, pas plus tard qu'il y a 3 jours, en fait, là, en ce moment, j'ai entre les championnats de France et les championnats d'Europe, j'ai fait plutôt la distance moyenne, tu vois, 6000, 60 km, 3000, 3005 de dénivelé, donc 6 heures d'effort à peu près. Et j'ai trouvé cette distance, pour moi, de tout ce que j'ai fait, la plus dure. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir une intensité et un ressenti d'effort à 8 sur 10. Une intensité que tu ferais sur un 20 ou un 30 bornes. Mais ça dure 6 heures, c'est extrêmement long. Et il n'y a pas un moment où tu peux te relâcher. Tu es tout le temps en prise. Tu peux pas, voilà, comme sur un ultra, tu peux pas te dire, bon là, j'ai un petit coup de moins bien, je marche, je sors les bâtons, je bois, je mange un petit truc qui me fait plaisir, au ravitaillement, je vais m'asseoir. Ah non, là, tu es focus tout le temps, le moindre caillou, faut être hyper vigilant. Ta gestion, tu peux pas relâcher parce que ça peut venir à tout moment. Et je trouve ça très, très, très dur, physiquement et mentalement. Je dis que je suis un peu biaisée parce que quand j'ai dit ça à mon coach et mon copain, ils m'ont dit attends, on te redira ça, ce que je disais. Finalement, je préfère faire un UTMB. Ils m'ont dit tu te rappelles pas de Champé-le-Lac? On te redira ça à l'UTMB là, en août. Et je leur disais bah non, je sais pas, l'UTMB, ça a été. Et en fait, je trouve que c'est un peu comme une femme enceinte qui accouche. Tu vois, les femmes enceintes que j'accouche, c'est horrible, c'est la pire douleur de ma vie, plus jamais je fais ça. Et puis le bébé est né, des étoiles dans les yeux, tout se passe bien. Et puis le lendemain, je vais les voir dans la chambre pour les féliciter. Et elles me disent ah non, c'était génial, merci. Et en fait, le cerveau est bien fait et je pense qu'il élimine tout. Finalement, quand le dénouement est bon, t'élimines toutes les mauvaises passes. Donc, j'ai plutôt gardé un bon souvenir de l'UTMB, alors qu'effectivement, au fond de moi, quand j'y repense, il y a eu des moments très difficiles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, vraiment pas dénigrer les plus petites courses et les plus petites distances. Et ça, je le remarque souvent, tous les jours dans ma pratique, quand on me pose la question. Dès que je dis l'UTMB, les gens, ça y est, j'ai l'impression d'être Dieu tout-puissant. Et ils répondent à moi, je fais que 20 ou 30 km. Mais je leur dis, mais vous savez, moi, les 20 ou 30 km, s'il faut les faire à fond, c'est vraiment pas ce que j'affectionne le plus. C'est hyper difficile. Et voilà, je trouve qu'on peut pas... vraiment, la course en montagne ou le trail court, non, pour moi, c'est vraiment des disciplines différentes et chacun a ses particularités et elles sont toutes difficiles.
Ça m'amène à la question du coup, comment est-ce que tu t'organises dans ta saison. Et je te disais en préparation que je voulais te féliciter en tout cas de l'attachement que tu as au maillot de l'équipe de France. Ce week-end, alors normalement je donne pas trop de références temporelles, mais ce week-end effectivement il y avait à un jour d'écart les championnats de France les championnats d'Europe de C'était trail, même le pardon. même jour. Le même jour, les championnats d'Europe de trail Ouais. et, euh, et la Maxi Race à Annecy. Euh, que toi, tu gardes un attachement très fort au maillot de l'équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Euh, je sais même pas si tu as loupé un seul rendez-vous. En tout cas, tu réponds toujours présente. Et je voulais te demander comment est-ce que tu faisais tes choix, toi, et d'où venait cet attachement justement au maillot de l'équipe de France que je trouve parfois un peu triste. Pas mal de coureurs ne prennent pas, tu vois, au moins une fois pour essayer, quoi. Mm. Mm. Alors, comment je m'organise, c'est vrai que bah, je suis quand même très attachée au maillot et souvent j'organise quand même ma saison autour, maintenant, c'est 1 an sur 2, championnat d'Europe, championnat du monde. Et c'est vrai que j'essaie quand même toujours d'organiser ma saison autour de ces grands rendez-vous et j'en fais vraiment des gros objectifs. Et puis après, j'essaie d'avoir au moins 2 gros objectifs dans ma saison. Par exemple, cette année, c'était les Europes et puis l'UTMB. Et ce qui matchait plutôt bien. Ce ne sera pas forcément le cas l'année prochaine où les championnats du monde, ils sont en septembre, en octobre, en septembre, je crois, pas très Ok. longtemps après les grosses courses de l'UTMB. Ça va être un peu plus complexe, mais voilà, moi j'essaie quand même d'articuler ça comme ça. Et pourquoi j'y suis attachée? Je pense que tout simplement, de mon histoire, de mes tout débuts, je vais peut-être pas tout refaire, mais en tout cas, c'est par cette porte-là que je suis rentrée, par la grande porte, 2019. 2019 jusqu'à mars, enfin de toute ma vie jusqu'à mars 2019, j'étais absolument inconnue au bataillon. Personne, voilà, je n'avais, je faisais quelques courses, notamment à La Réunion, où je faisais des petits résultats, mais voilà, c'est vrai que personne vraiment me suivait. Mars 2019, je fais le Trail du Ventoux, ce qui me motive, entre guillemets, à faire la course de sélection à Buis-les-Baronnies en avril en avril, le mois qui suit. Pour la course de sélection pour les championnats du monde. Je suis sélectionnée. Donc pour moi, c'est juste extraordinaire. L'objectif est atteint. Je vais avec une fraîcheur et une naïveté à couper le souffle sur les championnats du monde en juin. Donc juin 2019. Petite parenthèse, création aussi du podcast Extraterrien. Exactement. Et juin 2019, je suis sacrée alors championne du monde. Donc je vais pas dire que j'aime pas dire que je suis championne du monde. J'ai gagné la course des championnats du monde. Alors ça, c'est un peu ma modestie, mais je ne sais pas si j'étais la meilleure du monde à ce moment-là, parce que tout le monde, effectivement, n'était pas aligné. En tout cas, j'ai gagné cette course. Et c'est là où tout a commencé, on va dire, l'envie finalement de poursuivre le sport à haut niveau, de faire des grandes compétitions, des grands rendez-vous. Et, et tout de suite, en fait, j'ai tellement pris goût à la tâche. Oui, déjà, j'ai énormément pris goût à, à ce rassemblement, cette ambiance d'équipe. C'est vrai qu'on fait un sport individuel et c'est les rares fois dans notre sport où on peut avoir un esprit d'équipe, d'être entouré. En plus, le staff, il y a toujours entre les coachs, entre le staff médical, on a juste, quand on est en rendez-vous dans des championnats internationaux, on n'a rien à faire, on se laisse juste guider, tout organiser, ça c'est d'un confort exceptionnel. Aussi, moi, du coup, dans ma petite histoire, c'est que jusque-là, j'étais en plein dans mes études de médecine. Parfois même, je devais aller me cacher pour aller m'entraîner quand j'étais interne, je savais que j'avais peut-être une petite heure de dispo, je disais pas à mes co-internes, j'allais m'entraîner, je disais surtout pas non plus à mes chefs de service parce que c'était un peu mal vu. C'était un peu mal vu, hein. Oui, quand la médecine, c'est quand même très élitiste et tu peux pas te permettre de faire autre chose à côté. Je veux passer un petit peu pour une feignante, entre guillemets, ou quelqu'un qui n'est pas dévoué à 100% à ce métier. Et donc du coup, quand j'ai été
Parce qu'en fait, jusque-là, faire du trail et gagner, je sais pas, le trail des oiseaux ou de la luciole dorée, enfin, je dis ça en rigolant, ça ne parlait à personne. Par contre, avoir un titre de championne du monde, là, j'ai quand même eu un peu de reconnaissance envers le corps médical. Et là, ça a été un petit peu plus facile. Et de même que pour ma famille, parce que moi, donc, je suis originaire de Normandie. J'ai jamais fait donc du coup de sport, mais non plus de montagne. Dans ma famille, dans mes proches, dans mes amis de médecine, personne connaissait. Mon père a mis 3 ans avant de comprendre que ça se disait trail et pas ni trek ni trial, on va dire. Voilà. Et en fait, ça donne vraiment pour ceux à qui ça ne parle pas vraiment le trail, au moins champion du monde. Ah oui, on voit ce que ça veut dire. Et donc, ça m'a aussi permis, ça m'a ouvert certaines portes, notamment aussi du coup, au niveau de mes études. Enfin, j'ai jamais eu d'aménagement, mais déjà, au moins, on m'excusait un petit peu plus quand j'allais m'entraîner. Et donc, ça a été intéressant. Et pareil, tu vois, mes amis, je vais toujours rigoler d'un message qu'on m'a envoyé le lendemain où j'ai été championne du monde en 2019, de très bons potes à moi de médecine avec qui je faisais la fête, puis qui m'ont dit, mais Amandine, on savait même pas que tu cours et on apprend que tu es championne du monde. Alors qu'on savait même pas que tu faisais du sport, on savait même pas que tu pratiquais une activité physique. Et voilà, donc ça, c'était rigolo. Et donc, effectivement, j'ai vu vraiment ce changement. Donc, il y a ça aussi. Et donc, pour tout ça, parce que je suis rentrée par cette porte-là, j'ai toujours eu à cœur de porter le maillot de l'équipe de France. Moi, je me rappelle ma toute première sélection, j'ai juste mis un t-shirt... un maillot équipe de France, et puis je me suis regardée dans la glace et je crois que je me suis mise à pleurer et j'ai dû appeler ma maman, envoyer des photos à mon copain et dire regardez, enfin c'était une fierté sans nom. Et ça c'est quelque chose que je retrouve pas dans d'autres événements un peu plus privés. Et effectivement, je trouve ça dommage que tout le monde ne joue pas le jeu, mais je vais plutôt le dire à l'international, parce que si on peut prendre un exemple des championnats d'Europe là, qui ont eu lieu à Annecy, au final, ça a été le plus difficile. En fait, ça a été d'être sélectionné en équipe de France, parce que pour le coup, les championnats de France de trail, qui étaient courses de sélection des championnats d'Europe, il y avait un très haut niveau. Donc bien sûr, on en a pu en sélectionner que 4. Donc il y a eu que les 4 premiers. Mais derrière, je pense clairement que si on avait pris le top 10 des championnats de France, à mon avis, il serait arrivé dans le top 20 des championnats d'Europe. Parce qu'aussi, nous, en France, on a un gros vivier, une grosse densité. Après, à l'étranger, il y a peut-être effectivement une plus faible densité. Mais ce qui a été un petit peu biaisé, c'est voilà, beaucoup de gens ont dit il y a eu 4 Français, enfin les 8 Français ont terminé devant, les 4 Françaises premières, les 4 Français premiers. Voilà, il faut aussi savoir qu'on est une très grosse nation et que derrière, il y avait quand même aussi quelques athlètes mondialement connus, mais peut-être qui étaient moins forts ce jour. Voilà. Chez elles aussi. Et pas chez elles, ils n'ont pas eu la ferveur. Nous, on a eu des super supporters, des supporters de luxe, c'était vraiment génial. On a eu l'occasion et la chance de pouvoir reconnaître, de faire un stage 4 semaines ou 3 semaines avant sur le lieu de la course. Donc grâce à la FFA qui nous a tout pris en charge, on a pu reconnaître et faire nos séances sur le parcours de la course. Donc ça nous a bien aidés. Puis comme c'était chez nous, on a eu des supporters et puis chacun avait ses propres, entre guillemets, on avait des fan zones et puis chacun avait sa famille, ses amis qui étaient venus et ça c'était aussi ça nous transporte, donc c'était aussi génial. Donc voilà pourquoi moi je garde toujours cœur à avoir le maillot de l'équipe de France. En tout cas, on a vibré ce week-end, c'était assez historique, assez exceptionnel. Comme tu le disais, on a toujours été une très grosse nation du trail et avec de très bons résultats, et tu t'en fais partie. Moi, je trouve que tu es un peu le fer de lance de tout ça. Tu es complètement le fer de lance de tout ça. Et là, effectivement, c'était un peu une apothéose, quoi. Presque, on se dit, mais est-ce que les autres nations étaient là, quoi. C'était un peu... Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on est aussi fort, d'ailleurs, les Français, les Françaises on a plus de pratiquants, tu penses ? Ouais, alors ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est parce qu'il y a une énorme densité, on a beaucoup plus de pratiquants. Après, la question, tu vas me renvoyer la balle, mais pourquoi on a plus de pratiquants ? Et très honnêtement, je pense que c'est
je pense que l'UTMB y a beaucoup joué et toutes les grosses courses. Mm. L'UTMB, les Templiers, la Saint-Élion, enfin on a de très belles courses et beaucoup de trails en France qui font que les gens ont envie de participer. Et en fait, je crois que en plus, j'ai eu les infos, on en a rediscuté avec des amis justement pas plus tard qu'hier, et ils nous disaient qu'en termes de nombre de pratiquants de trail dans le monde, les deux premières nations, c'est la France et les États-Unis. Et j'ai rétorqué, et je me demandais est-ce que c'était en proportion. Non, c'était vraiment un nombre brut. Donc quand on voit que les États-Unis, il y a presque 10 fois plus, j'ai pas une notion, mais peut-être 10 fois plus d'habitants, ça montre vraiment qu'en proportion, en France, il y a une très 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 grosse densité. Et voilà, je pense que... et puis après, il y a une émulation. Hein, même si tu connais pas le trail, tu connais un pote à toi ou un cousin ou je sais pas quoi qui pratique, tu vas être intrigué, tu vas avoir envie de t'y mettre et tu vas vite prendre le virus. Donc, il y a quand même un engrenage. Donc, je pense que il y a une grosse densité parce qu'on a la chance d'avoir de très belles courses aussi qui ont lieu en France. Yes. Et si on arrêtait de parler de trail? De quoi on peut parler? Disons. Ouais, j'étais très curieux de découvrir un peu le métier, on dit gynécologue. Ouais. C'est plutôt l'obstétricienne qui est difficile à dire. Hein. L'obstétricienne. Gynécologue obstétricienne. Je me suis même pas... Ouais. J'ai pas d'amis. En plus, je vais faire simple, je vais dire gynéco. Désolé, c'est pas un... Parce que j'ai tellement peur Non, mais gynéco, c'est très bien. De décorcher le mot, tu vois. Non, c'est très bien. Et oui, c'est normal que je connaisse pas cette profession. Enfin, c'est normal. Il n'y a plus de normalité. On a fait un petit peu un préambule, après on a digressé, excuse-moi, mais toi aujourd'hui, comment est-ce que tu le planiques, tu le pratiques à l'hôpital, c'est ça? Ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai précisé obstétricien, parce qu'obstétricien, c'est tout ce qui a trait aux accouchements, à la chirurgie d'urgence, les accouchements, etc. Donc ça se pratique que uniquement à l'hôpital ou en clinique. Et moi, je suis gynécologue à l'hôpital public. Donc, tu vois, encore une fois, c'est aussi ma digression sportive. Je suis quand même attachée au maillot de l'équipe de France, donc aux choses publiques. Donc, voilà, je suis dans le public. Et je travaille en tant que gynécologue obstétricien, mais je fais beaucoup à temps. Là, en ce moment, je suis plutôt à temps partiel. Et donc, ce qui fait que je fais des gros blocs de garde, plutôt d'astreinte, parce que je peux être chez moi la nuit si je ne suis pas appelée, d'astreinte qui peuvent durer de 24 à 72 heures, par exemple, okay. Ou jour, nuit, 24-24, je suis le médecin référence du service et je peux être appelée pour des urgences chirurgicales, des urgences gynécologiques, des urgences obstétricales. Et puis la journée, j'ai mes consultes. Donc, okay. Voilà comment je travaille. Donc pendant 72 heures, tu peux être appelé à n'importe quel moment, c'est ça? Voilà. Okay. Après, comme je te dis, à la maternité où je travaille, c'est relativement pas une grosse maternité. Donc, je vais pas te dire que pendant 72 heures, je ferme pas l'œil de la nuit, c'est quand même rare. Mais sur les 72 heures, oui, en général, je passe quand même une nuit ou deux où je dors. Et la journée est un petit peu chargée, mais voilà, c'est des blocs comme ça que je fais. Par contre, si c'est des blocs de 72 heures ou de 48 heures, de 72 heures, tu vois, je vais en faire 2-3 dans le mois, et tous les autres jours du mois, je vais pas travailler, et ça, c'est quand même un confort. Oh, mais c'est quand même dur, hein. Tu vois, là, je lis plein de bouquins sur le sommeil, comme quoi c'est vraiment le pilier numéro 1, tu vois, dans le sport et tout, et toi, tu t'en sors très bien. Ouais, alors moi, ce que je trouve, c'est pas le sommeil qui est le plus dur dans ce que je fais dans ma profession. C'est vraiment le stress. Je suis généralement pas quelqu'un de stressé, mais quand on a la vie d'une femme jeune, en pleine santé, et d'un bébé qui ne demande qu'à vivre entre les mains, et très honnêtement, j'exagère pas. Quand on parle d'obstétrique, t'as un enfant, t'as vu comment ça se passe. Je vais pas rentrer dans les détails. J'espère pour toi que ça s'est bien passé, mais ça peut vite... Le rêve peut vite devenir un cauchemar. Après, n'ayez pas peur, toutes les femmes enceintes qui nous écoutent, ça se passe bien et c'est le plus beau jour de sa vie. Et voilà, mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est que nous, on peut être appelé pour des choses très, très graves, très urgentes, où il faut prendre des décisions vite, où il faut savoir faire
des gestes, avoir la bonne technique, les bonnes décisions, encore une fois, avoir une opération en urgence, une opération chirurgicale en urgence à 3 heures du matin, alors que tu viens tout juste de sortir de ton lit, et que tu espères que ça va bien se passer, parce qu'au moindre pas, comme je t'ai dit, il y a des vies qui peuvent être, entre guillemets, détruites. Et ça me pèse beaucoup, parce que c'est... Bon, je touche du bois, hein, pour l'instant, j'ai pas eu encore de choses qui m'ont fait arrêter ma profession tellement j'ai été traumatisée, tu vois. Mais par contre, oui, j'ai eu des moments très difficiles où tu rentres chez toi et en fait là, tu n'as même plus envie de toucher à une paire de baskets et tu te dis, bon, là, il s'est passé ça, je vais juste relativiser, enfin, essayer de souffler, de penser à autre chose, de penser à moi, parce que même si on est forgé pendant les études de médecine à être certes bienveillant, mais pas s'imprégner de tout le malheur, entre guillemets, des gens, forcément, on reste des êtres humains et on est un petit peu aussi des éponges. Donc c'est ça, en fait, beaucoup qui me... Je pense que si on devait me dire, tu fais 3 jours, 72 heures d'astreinte, t'as pas d'urgence, mais tu restes 72 heures éveillé, bon, peut-être que je pense que je boirais beaucoup de café et beaucoup de boissons énergisantes, mais je pense que ce serait moins fatigant que, que tout le travail, que toute cette charge mentale de l'urgence et de la vie, quoi. et des urgences vitales qui peuvent arriver. Et en plus, on n'est pas au courant, en fait, ça nous tombe comme ça sur le coin de la figure. On nous appelle par un appel à 3 heures du mat pour faire une césarienne dans 5 minutes, sinon il peut arriver une catastrophe. Et ça, mais d'un autre côté, c'est vrai palpitant. Que tu relativises la 4e place à l'UTMB après ça, tu vois. Exactement. Là, on va sur le ton de l'humour, mais c'est très... on va en venir à ça aussi, mais effectivement, moi, le sport m'aide à gérer toute la pression dans mon métier, et mon métier m'aide à relativiser dans le sport et à trouver mon équilibre. Donc, entre guillemets, on peut croire que je me plains. Je veux juste que les auditeurs comprennent un petit peu ce qu'il en est, mais à côté de ça, il y a des superbes émotions, des choses magnifiques. Enfin, pour moi, c'est une magnifique spécialité. Elle est très dure, mais c'est magnifique quand ça se passe bien. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Ouais. Quand je t'entends, juste pour clarifier, j'ai l'impression que tu es plus appelée sur les urgences, où tu peux être présente. Moi, je me souviens justement pour l'accouchement de mon fils, il y a quand même un gynécologue qui était passé pour faire 2-3 petites manips, mais pas beaucoup. Pour les dernières minutes, quoi. Après, il pèse ton enfant, il te le donne, et puis ciao. Tu fais ça aussi? Oui, alors peut-être que les 2-3 petites manips dont tu parles, c'était peut-être un geste médical. Non, mais parce que tu t'en rends peut-être pas compte. Souvent aussi, les femmes s'en rendent pas compte. Nous, c'est ça aussi qui est difficile, c'est de pas essayer de faire percevoir que ça se passe mal à la famille. Et toi, tu vois toutes les données que parfois les papas et les mamans ne voient pas, et tu essaies d'être le plus calme, le plus détendu possible, alors que tu sais que là, il faut vite le sortir, parce que sinon, ça risque de mal se passer. Et tant mieux si tu t'en rends pas compte, mais en général, si un obstétricien qui est là, c'est qu'il y a besoin de faire un acte médical qu'une sage-femme ne peut pas faire. Moi, je te dis que je fais les urgences, parce que comme je suis d'astreinte, je suis le médecin d'urgence. Après, à côté de ça aussi, j'ai des consultations où c'est un petit peu plus cool, où je vais faire des frottis, je vais faire de la prévention et je vais faire des renouvellements d'ordonnances de pilules, et ça, c'est un peu plus cool. Mais comme chez les astreintes, effectivement, j'ai ça. Mais oui, j'ai une dose de stress. Après, il y a des urgences gynécologiques. Quand je dis des urgences, les patientes qui viennent en urgence sans rendez-vous, allez, 9 fois sur 10, il n'y a rien de bien grave, aussi. Quand on dit urgence, c'est juste qu'elles viennent en urgence, mais c'est pas des urgences vitales. Et heureusement, fort heureusement, les urgences vitales où les vies sont en jeu, ça arrive quand même rarement. Mais une fois suffit à ce que ça te pèse pour le mois qui suit, quoi. Ouais, bien sûr. Puis l'importance de ton acte et de ton intervention est tellement forte qu'effectivement,
Je peux comprendre qu'après, le soir, il y a une espèce de pression qui a besoin de retomber ou nerveusement, tu lâches, quoi. Ouais, il y a toutes les hormones qui... Et que tu n'as pas envie d'aller Ouais. courir à ce moment-là, quoi. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Comment est-ce qu'on fait du coup, comment est-ce qu'on se protège, tu vois, se fermer moi, quand tu parles d'éponge, quand tu parles d'empathie, ça me parle beaucoup parce que moi, des fois, tu vois, rien qu'en faisant une interview, des fois, je peux avoir les larmes aux yeux ou là, tu me parles de l'accouchement, ça me monte, tu vois. Oh non, ne pleure pas. Non, mais c'était méga stressant, l'accouchement de mon fils. Pour la petite histoire, il est resté quelques secondes. Heureusement que tu es quelqu'un de très serein et de pas stressé du tout, n'est-ce pas? Ouais, il est resté quelques secondes de trop, tu vois, dans l'utérus. Et du coup, on a vu quoi, les urgences, ça bougeait un peu autour de nous. Il a été mis un peu sous une couveuse pendant 3 heures. Donc, il a été séparé. Enfin, on pouvait pas le toucher et tout. Donc, il s'étouffait, il respirait pas bien, il criait. Donc, forcément, c'était hyper stressant. Donc, je vois en fait la décharge d'émotions que tu prends toi. Comment on fait un peu pour se protéger? Comment est-ce que toi, tu t'essayes justement de faire la coupure et de faire un peu la part des choses aussi? Tu es une magicienne certaines journées et d'autres, la magie peut-être ne prend pas, tu vois. Il y a toujours des journées un peu plus dramatiques. Comment est-ce qu'on fait pour s'en protéger C'est difficile en tant que médecin parce que on a tous envie que le médecin soit très bienveillant, etc. Mais parfois, il faut aussi respecter une certaine distance par rapport aux patients. Et je vais pas dire que je suis complètement un mur froid face à mes patientes, mais par exemple, je pense que j'aurais du mal à faire accoucher ma sœur. Bon, je n'en ai pas, donc ça tombe bien, mais quelqu'un de très proche, parce que là, les sentiments peuvent prendre le dessus. Donc, on essaie d'avoir un juste milieu de la bienveillance et de la sympathie, mais sans rentrer trop dans l'empathie. Alors, peut-être que je confonds un peu avec les termes exacts, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous avait entre guillemets appris. Je crois qu'il faut être bienveillant et sympathique, mais pas trop. Ou empathique, mais pas sympathique. Je sais plus c'est quoi, mais voilà, essayer d'avoir cette juste distance. De pas être trop émotionnel, de pas voilà, être trop éponge et de prendre toutes les émotions des patients et notamment des couples. Et ensuite, quand il se passe quelque chose, alors sur le coup, moi, vraiment, au moment où, voilà, si je dois faire un geste en urgence, etc., je suis très sereine. Je suis très sereine. D'ailleurs, c'est vrai qu'on me l'a souvent fait remarquer que je panique pas, je crie pas, je lève pas la voix. Par contre, une fois que la chose est passée, c'est là où ça arrive. Et je peux le manifester. Ça m'est arrivé des fois de même plus réussir à marcher, grosse crampe au ventre. Je ne sais même plus comment sortir de la salle d'accouchement ou du bloc opératoire. Et après, quand je rentre chez moi, j'essaie vraiment de me dire, bon, il s'est passé ça. Pense à par exemple, si tu n'avais pas été là. Ouais, moi, je pense toujours au pire. En fait, s'il y avait eu personne, de toute façon, ça aurait été pire. Voilà. Si tu n'avais pas été là, ça aurait été pire. Qu'est-ce que tu as fait? Toujours se dire qu'est-ce que tu as mal fait et qu'est-ce que tu as bien fait. Et en général, j'arrive toujours à me dire, bon, en fait, j'aurais pas pu faire mieux. Malheureusement, si ça s'est passé, c'est que ça s'est passé. Bon, après, je pense que heureusement, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé de vraiment de me dire, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai vraiment fait ce qu'il fallait pas et je regrette. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Donc c'est pour ça que je m'attache en me disant, bah écoute, t'as fait ce que tu pouvais, t'as fait au mieux. Si t'avais pas été là, ça aurait été pire. Donc voilà, t'as pas à t'en vouloir. Il y a des fois, effectivement, où on nous propose aussi de consulter quelqu'un, le psychiatre de la maternité ou l'hôpital, si on veut en parler, ce qui peut aussi parfois aider, ou se revoir avec toute l'équipe qui était là au moment où il y a eu un acte un peu difficile et chacun dit un peu ses émotions, ce qu'il a pensé à ce moment-là. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir les autres, en fait, ce qu'ils ont pensé. Et en fait, entre nous, on peut se rassurer et se dire, voilà, on a fait ça, c'était bien, ça, c'était peut-être moins bien, mais du coup, on saura pour la prochaine fois. Et voilà, on essaie vraiment de se rassurer entre nous, quoi. Ouais, ok. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça peut se transposer
à d'autres métiers déjà avec des fortes doses de stress, mais ça peut aussi... c'est une méthode qui peut très bien se transposer presque à tout, quoi. Bah oui. D'essayer de toujours se rappeler qu'est-ce qu'on a bien fait, Ouais. si je Effectivement. n'avais rien fait du tout, qu'est-ce qui se serait passé Voilà. et Il y a souvent... ceux que... C'est quoi l'expression? Mais... euh, euh, ah non, ça va me revenir. Mais l'expression, c'est... Il y a que ceux qui font... Ouais, il y a que ceux qui n'essayent jamais, qui n'échouent jamais. Ouais, Mm. voilà, Mm. c'est ça. Ou... Mm. C'était autre chose, mais vas-y, parle, ça va me revenir. C'est une citation. Mm. Bref. Bon, Ouais. j'ai l'idée en tout cas. Ouais, c'est ça. Est-ce que, justement, depuis que on te voit plus, depuis que tu as ce fameux statut de gagnante des championnats du monde, où certaines athlètes viennent te voir justement pour des spécificités que peuvent avoir les athlètes de haut niveau féminines. Je sais que pour en avoir parlé avec certaines invitées, c'est parfois difficile d'aller rechercher de l'info. Il y a parfois un manque de savoir, un manque d'encadrement, tu vois, à la fois autour de la Ouais. grossesse, mais aussi autour du cycle menstruel. C'est des sujets qui sont très différents, très distincts. Ouais. Est-ce que toi, du coup, on vient de plus en plus te voir par rapport à ça? Et oui, ouais, effectivement, moi, depuis que j'ai un peu cette double casquette, j'ai de plus en plus à cœur à vouloir vraiment me spécialiser dans la gynécologie du sport. Parce que, mais quand je dis ça, il y en a beaucoup qui sont un peu surpris, qui me regardent avec des gros yeux, et qui me disent, bon, Tu il mets y a ça au vraiment... masculin, c'est que des hommes qui sont surpris? Ouais, souvent quand même, qui ne se rendent pas compte en fait vraiment de la spécificité, de savoir si j'aurai assez de patientèle, parce que quand même ça rassemble pas quand même beaucoup de personnes. Et en fait, j'ai envie de le dire là, hein, mais au micro, mais on se rend pas compte on se rend pas compte de l'importance et du boulot qu'il y a, parce que en fait il y a des spécificités déjà à chaque période de la vie par rapport au sport, que ce soit au moment de l'adolescence, que ce soit au moment de la grossesse, du postpartum ou même de la ménopause. On va pas pratiquer pareil, il y aura des pathologies ou des soucis gynécologiques différents et assez spécifiques de la pratique du sport en parallèle. Après on aura beaucoup aussi de troubles du cycle, mais ça c'est tellement fréquent, c'est même, moi je suis ahurie par le nombre de personnes de femmes athlètes qui ont des troubles du cycle. Alors ça peut aller avec des dérèglements hormonaux et des cycles plus ou moins irréguliers à l'aménorrhée complet. On peut avoir aussi des problèmes périnéaux, des fuites urinaires. Ça, faut savoir qu'une femme sur trois, au cours de sa vie, va se plaindre de fuites urinaires. Et alors, n'en parlons même pas quand on fait du sport, et encore plus des sports à impact, les chiffres augmentent encore plus. Après, on va avoir toute la période de la femme enceinte où là, cruellement, les médecins qui n'ont pas été formés vont avoir tendance à dire aux femmes enceintes d'arrêter de courir ou de faire du sport parce que c'est pas bien, alors que c'est complètement et strictement l'inverse, que l'activité physique a des bienfaits pour la grossesse et pour la maman, et qu'il faut surtout pas l'arrêter. Mais par contre, du coup, elles sont un petit peu perdues. Donc c'est là aussi où moi j'ai envie d'aider et envie de motiver à continuer l'activité physique et un petit peu de cadrer les choses aussi pour que tout le monde s'y retrouve. Après, il y a aussi toutes les femmes qui sont embêtées par des règles abondantes, des syndromes prémenstruels très symptomatiques, très, très gênants, qui ont du mal du coup à enchaîner ou à faire des compétitions ou à enchaîner leurs entraînements à cause de tous ces symptômes-là. Des patientes qui ont de l'endométriose, finalement, c'est une femme sur 10, hein, donc forcément qu'il y a des sportives endométriosiques qui sont embêtées là-dessus. Et ça, elles sont un peu perdues parce que
d'une part, c'est tabou, donc elles n'osent pas trop en parler. Et puis quand je dis c'est tabou, je te parle pas que de l'endométriose, tout ce qui a un rapport au cycle, aux règles, au périnée, au futur urinaire, aux hormones, au sein aussi. Enfin, des fois, on peut aussi avoir des douleurs. Parfois, les seins aussi peuvent un peu être contraignants pendant l'activité physique. Déjà, d'une part, c'est tabou, donc on n'en parle pas. Et puis quand on essaie d'en parler, on a du mal à trouver les bonnes personnes. Et j'ai vraiment envie de changer les choses. Je pense que j'ai une bonne légitimité pour ça. Donc voilà. Et est-ce que est-ce que j'ai donc pour revenir sur ta question, est-ce que j'ai des athlètes qui viennent me voir? Oui, forcément. Beaucoup d'athlètes me posent la question, viennent me voir pour avoir quelques conseils. Le problème, c'est que là, actuellement, voilà, je suis entre guillemets salariée de l'hôpital, j'ai mon activité à l'hôpital et à côté de ça, je m'entraîne et c'est un peu compliqué. Je peux pas, ça rentre pas dans le cadre. Donc je donne des conseils, je forme, enfin j'en forme, mais ça rentre toujours pas encore dans mon activité. Mais effectivement, là, j'ai quand même des projets pour 2025 et après 2026 de vraiment devenir, voilà, de vraiment en faire mon métier, d'aller intervenir dans des CREPS ou même dans des écoles ou dans des centres de formation ou à l'INSEP ou je sais pas quoi pour faire de la prévention, pour informer, pour ouvrir la parole, en fait, tout simplement. Là, pas plus tard que... Il y a 2 mois, je suis allée au CREPS pour aller parler de ça à quelques filles adolescentes du pôle, enfin de pôle sportif. Et j'ai été... J'ai été impressionnée et super heureuse qu'en fait, les filles au début, elles étaient toutes timides, elles n'osaient pas en parler. Et puis à la fin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, à la fin de l'intervention, on parlait de choses que même avec mes copines, je n'osais pas parler parce qu'enfin, elles avaient libéré. On pouvait y aller. Et donc, j'aimerais libérer la parole. Et puis aussi... il y a certaines pathologies, notamment les troubles du cycle. Ben non, c'est pas normal. Il faut aussi dédramatiser. J'ai pas envie non plus mais il faut prendre en charge rapidement et comme il faut et pas se dire ouais bon c'est pas grave tant que j'ai pas envie d'être enceinte, c'est pas grave. Non, parce qu'en fait c'est plein de pathologies qui peuvent venir après par la suite et ça c'est le problème, c'est qu'au moment ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sauf qu'après on peut vite le regretter quand on se rend compte qu'on a un corps d'une femme ménopausée alors qu'on a que 30 ans. Et ça, j'ai aussi envie d'essayer de limiter ces effets-là. Et puis, ouais, tout ce qui est troubles urinaires aussi, hein, il y en a beaucoup qui sont affectés. Et ça aussi, c'est un petit peu tabou, on n'ose pas trop en parler. Donc voilà, briser cette omerta, c'est un peu mon combat pour les années à venir. C'est un très beau combat, je trouve, et très noble en tout cas. Quand on coupera les micros, j'aurai 2-3... Enfin, j'ai une suggestion peut-être de source d'inspiration d'un médecin qui fait quelque chose de similaire pour les hommes. D'accord. Côté urologue, tu vois, il fait beaucoup de vidéos un peu didactiques. Mais je te parle des femmes, mais quand on parle par exemple d'un Rett syndrome, etc., tous les troubles hormonaux liés à la pratique du sport, ça se retrouve aussi chez les hommes. Hein. Sauf que on n'a pas ce signe très flagrant de l'absence des règles, mais il y a aussi d'autres signes chez les hommes qu'il y a des dérèglements hormonaux et qui sont de la même... on peut vraiment faire un parallèle avec les troubles du cycle chez la femme. Hein. Ouais, bien sûr. J'en doute pas. Hein, j'en doute pas. Mais je te les montrerai. Je te montrerai. Avec plaisir. D'ailleurs, j'ai essayé plusieurs fois sur ce podcast avec d'autres hommes de parler de libido. C'était compliqué. Ah, l'ego des hommes. Alors que les femmes, elles arrivent plus à en parler. Ouais, possible. La libido, Les hommes, c'est fragile. Hein. C'est vrai que, tu vois... une fois j'ai eu un pote là qui a commencé un peu à s'ouvrir sur ça à moi, tu vois, et il me dit mon manque de libido, voilà, tu vois, les gens vont comprendre ce qui peut se cacher derrière, beaucoup dû au sport. Ils s'entraînaient pour justement monter en distance, ils voulaient apprendre à faire un 100 km. Plus de libido, il n'y arrivait plus, et je lui dis mais on est en groupe de potes, pourquoi tu l'as pas dit, tu vois? Il dit tout le monde dit oui, moi pas de problème, tout va bien et tout. Et je lui dis et toi t'as dit quoi à ce moment-là? Ouais, j'ai dit tout va bien, pas de problème.
Je dis, bah, Ça se trouve, tout le monde... Ouais, voilà. on fait tous 2 heures de sport par jour, tu vois, ce que tu dis, en fait, peut-être qu'il y a un autre gars qui le pense autour de la table, quoi. C'est Donc, exactement ce que j'ai ressenti quand je suis allée, comme je te dis, voir ces jeunes du pôle. Au début, elles étaient toutes fermées. Il suffit qu'il y en ait une qui dise ah bah moi j'ai plus mes règles. Et là ah bah oui moi aussi en fait. Et moi et voilà, il faut libérer la parole. Il faut enfin pas malheureusement, mais il faut toujours qu'il y ait des précurseurs et je trouve ça hyper intéressant. Mais même c'est aussi pour ça que heureusement qu'il y a des podcasts. Moi j'en écoute plein et sur Extraterrien, je pense que les fois où vous en avez dû parler, enfin vous en avez parlé et j'ai des idées en tête, mais vous en avez déjà parlé et ça c'est bien que les femmes aussi qui ont été victimes, qui ont souffert de ça ou qui souffrent encore, que ce soit de ça ou même des troubles de conduite alimentaire, etc., s'ouvrent pour qu'en fait, montrent qu'il faut en parler, qu'il faut ouvrir, que c'est pas une honte et que c'est que en parlant qu'on peut arriver à s'en sortir, quoi. Ouais, tout à fait. Bah écoute, je suis content de pouvoir donner en tout cas un peu la parole, tu vois, à ces femmes courageuses et ces hommes courageux aussi qui osent en parler et qui sont de très bonnes porte-parole, tu vois, pour effectivement ces troubles-là. Mais attention, ça ne concerne pas que les athlètes de haut niveau. Ouais, exactement. Ça concerne tout le monde. Exactement. Et c'est pour ça que, tu vois, je suis content que des championnes et des champions puissent en parler. C'est que ça désacralise. Oui, et puis on est vu... Enfin, les championnes et les champions sont vus comme un peu comme des idoles et des sources d'inspiration. Donc si même leurs sources d'inspiration ont les mêmes problèmes qu'elles, là, effectivement, ça donne tout son sens. Ouais. Enfin, d'en parler. Ouais, exactement. Ça détabouise, en tout cas. Exactement. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit comme mot, détabouliser, comme verbe, détabouliser. Je l'invente. Détabouiser. Ça vient du mot tabouler. J'avais envie de... Ça va être un petit peu difficile parce que tu connais tout le spectre, effectivement, et toutes les spécificités qu'il peut y avoir pour des femmes qui font beaucoup de sport. Tu en as mentionné quelques-unes, mais tu vois, je m'étais dit, tiens, est-ce qu'on peut ressortir de cet épisode avec 2-3 conseils ou 2-3 préjugés, idées reçues à déconstruire, tu vois. Je sais pas, est-ce qu'on peut faire toujours un peu de sport quand les premiers mois de grossesse Est-ce que le sport peut faire du bien justement pour se régler hormonalement ou je sais pas, tu vois, ou est-ce qu'au contraire sur la longue distance, quand on augmente les distances, on augmente la charge d'entraînement, à quoi il faut faire attention? Ouais, alors je vais pas vous faire un cours non plus, mais si tu veux, déjà on peut parler sport et grossesse. Après, on pourra peut-être aussi un peu parler des troubles du cycle. Mais en tout cas, sport et grossesse, une chose est sûre, c'est que il y a des idées reçues comme quoi le sport peut provoquer des fausses couches, peut faire du mal à bébé, que le bébé peut être secoué, qu'on peut avoir plus de pathologies de la grossesse, etc. Donc en fait, toutes ces fausses idées, toutes ces idées reçues, il faut absolument les bannir. À part, donc je vais mettre des guillemets, des parenthèses, à part les grossesses qu'on dit pathologiques, donc celles qui font de l'hypertension, qui ont eu des éclampsies, celles dont la poche des os s'est rompue, qui ont des maladies d'accouchement prématuré. Bon, je vais pas tout citer, mais à part certains cas exceptionnels de grossesse pathologique, le sport n'a vraiment que des bienfaits, que ce soit pour maman, que ce soit pour bébé, que ce soit pour au moment de l'accouchement, pour l'évolution du fœtus, de l'enfant futur. J'ai cru que tu allais dire pour papa, excuse-moi. Et pour papa, mais non, mais aussi pour papa, parce que si maman est bien, si bébé est bien, papa il est bien. Donc tout le monde est bien. C'est vrai. Non, mais effectivement. Mais en tout cas, toutes les études ont montré que, en tout cas, que si une femme enceinte continue à pratiquer une activité physique, ça diminue le risque de pathologies type diabète, type hypertension, les macrosomies. Ça donne aussi un bien-être mental aussi. La maman est mieux, elle gère mieux la prise de poids.
Il y a aussi, si on pratique une activité un peu orientée aussi sur un peu de renforcement du périnée, etc., ça permet aussi de limiter les troubles de la statique pelvienne et les troubles et les incontinences urinaires en postpartum. Bébé, lui, on voit que le développement d'un fœtus, d'un bébé, d'une femme sportive enceinte va être tout à fait, enfin, va être bien mieux qui va avoir beaucoup moins aussi du coup, de pathologies, moins de macrosomie, etc. On a même des études qui montrent que les enfants issus de mamans qui ont pratiqué une activité physique pendant leur grossesse ont un meilleur développement cognitif, un meilleur apprentissage du langage, un meilleur apprentissage moteur. Ils ont aussi moins de maladies cardiovasculaires ou métaboliques. Ils ont moins aussi d'allergies, etc. Donc ça, c'est vraiment des études qui ont été montrées. Donc non, moi, j'encourage vraiment toutes les femmes à continuer l'activité physique. Après, je peux comprendre que c'est compliqué parce que bien sûr, il faut adapter à la grossesse. Alors attention, parce qu'on peut quand même faire beaucoup, on peut quand même faire beaucoup quand on est enceinte. Faut juste savoir s'écouter, savoir s'arrêter quand on a quelques signes qui montrent que quelque chose ne va pas. Je sais pas, des contractions, des pertes de sang, des pertes de liquide, une sensation de malaise. Il faut savoir arrêter. Quelques petites consignes aussi à respecter, c'est de pas aller sous la chaleur, quand il y a de la canicule, plutôt y aller à la fraîche le matin ou le soir. Toujours bien penser à s'alimenter, bien penser à s'hydrater aussi. Et effectivement, je ne vais pas aller conseiller d'aller faire des sorties longues en montagne de 4-5 heures, mais continuer à pratiquer une activité d'endurance 1 heure par jour, voire même 2 heures par jour, pourquoi pas, en début de grossesse, avec toujours un petit jour de repos dans la semaine, associé à des activités de musculation, de renforcement, et même la HAS et puis le gouvernement, a montré, il y avait quelque chose qui avait été fait sur sport.gouv qui montrait que même les athlètes de haut niveau peuvent continuer à faire des efforts un peu plus intensifs, des fractionnés. Par exemple, si tu fais de la course à pied, si tu dépasses pas 90% de ta FFC max, bon, ils ont pris 90% parce qu'il faut toujours prendre un cut-off. Mais voilà, tu peux quand même faire du fractionné, tu peux quand même te pousser un petit peu plus. Tu vas plutôt, par contre, on va dire diminuer de moitié le temps que tu aurais fait par exemple sur des fractionnés. Je sais pas si tu avais l'habitude si ce moment-là tu voulais faire un 10 fois 2 minutes, tu feras peut-être que 10 fois 1 ou 5 fois 2, tu vois, tu vas diminuer et puis aller peut-être un peu moins de façon intensive, mais il faut pas avoir peur aussi de pousser un petit peu. Tant que la grossesse se passe bien, tant que tu n'as pas de signes, tu peux y aller. Après, en fin de grossesse, on va peut-être privilégier la natation ou la marche parce que juste de façon mécanique, avoir un gros ventre, c'est pas très pratique. Mais la Et par exemple, continuer à faire de la randonnée, c'est très bien. Tu peux même courir en montée, descendre en télécabine si tu es en montagne. Ça peut se faire aussi. Pratiquer le vélo si tu arrives à adapter la selle. Voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on peut faire. Donc voilà, moi j'invite vraiment à pas... Si jamais votre médecin vous dit qu'il faut arrêter, essayez d'aller vous rapprocher peut-être de quelqu'un d'autre. Mais n'arrêtez pas la course à pied parce que en pensant que c'est mieux pour votre bébé, parce que non seulement c'est pas ça, et en plus ça peut même être moins bon, ça peut même être moins bon pour la santé de bébé et la vôtre aussi. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour sur la femme enceinte, sur les idées reçues. Mais non, Après, moi j'ai tellement entendu pendant la grossesse de la mère de mon fils que il fallait arrêter tout sport. Et je sais qu'on a vu, elle a dû voir plusieurs gynécologues justement pour avoir un autre avis, tu vois, de quelqu'un qui lui a dit non, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a juste à regarder dans la littérature, il n'y a pas une étude qui a montré que faire du sport, ça avait augmenté tel risque de pathologie. Ou alors si vous trouvez une étude là-dessus, je veux bien la voir parce qu'à mon avis, elle doit être biaisée et mal réalisée. Mais non, que des bienfaits. Après, c'est toujours le problème des femmes enceintes. On a l'impression que c'est des petites choses fragiles. Et puis éthiquement, c'est très difficile de faire des études sur des femmes enceintes. Il y a trop d'enjeux et trop de risques. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas assez de recul. Mais là, on est en 2024. On peut quand même avoir les connaissances pour facilement
maintenir le discours que je dis, que je suis en train Ouais. de dire que voilà, qu'il il faut pas arrêter l'activité physique, il faut continuer à poursuivre l'activité physique, ouais. Même avec un léger impact, comme courir. Oui. Ok. Ouais, ouais. Alors par contre, si la patiente va me dire je cours, mais par contre je me fais pipi dessus à chaque fois. Parce qu'en fait, l'impact, c'est pas pour le bébé. Hein. Le bébé, lui, est dans une poche, il est dans une poche, dans l'eau, il n'a pas de souci et ça va pas avoir Hmm. d'atteinte. Quand on dit qu'il faut limiter les sports à impact, c'est surtout pour le périnée en fait. Hein. Donc si effectivement il y a eu des antécédents de troubles du périnée ou de prolapsus, ou que si à chaque pas elle se fait pipi dessus alors qu'elle est enceinte, le retour va être un Hmm. peu compliqué parce qu'en plus à cela s'ajoute au fur et à mesure de la grossesse, le poids va augmenter, il y aura l'accouchement, donc le postpartum, si la rééducation est moins bien faite, effectivement dans les années qui suivent un accouchement, ça peut être compliqué. Mais s'il n'y a pas de symptômes et que si elle fait des exercices, etc., non, il n'y a pas de crainte. Ok. Merci de me partager tout ça. Pas de Ça me fait souci. hyper plaisir. Ouais. J'espère que les auditrices et les auditeurs qui écoutent en prendront de la graine. Ouais, et puis quand tu me demandais un peu je suis aussi très sensibilisée, très affectée par les troubles du cycle et j'aurais aussi Hmm. voulu en parler très brièvement. Mais comme Vas-y. je te dis, je pense que, il y a en tout cas dans les études que j'ai vues, les troubles du cycle chez les sportives, mais de tout niveau, ça va de 30 à 80% pour certaines études. Et c'est extrêmement fréquent. Et comme même peut y avoir des troubles de l'ovulation, même en ayant des cycles réguliers. Après, il ne faut pas aussi être biaisé. Si on prend la pilule, on n'est pas, c'est pas parce que si on prend la pilule, on peut avoir des troubles du cycle qui sont cachés par la pilule parce que la pilule provoque des fausses Hmm. règles. Donc là aussi, c'est un peu le problème de la pilule. Souvent, il y a des médecins, encore une fois, qui sont pas assez bien formés. Souvent, c'est les mêmes médecins qui disent d'arrêter le sport pendant la grossesse. Les femmes vont arriver, vont dire j'ai plus mes règles. Ah bon, d'accord. Ils vont faire quelques petits examens pour éliminer deux, trois diagnostics. Et puis après, ils vont dire écoutez, je vous donne la pilule. Et puis les femmes repartent avec la pilule. Et le mois d'après, elles ont leurs règles et elles sont contentes. Sauf qu'en fait, ça ne fait que. C'est encore pire parce que du coup, ça ne traite pas du tout la vraie cause. Et ça ne fait que retarder Hmm. la prise en charge. Et Ok. pendant tout ce temps où on ne traite pas la cause, il peut y avoir beaucoup de désordres peuvent arriver. Et ça peut. Et le problème, c'est que toute cette sécrétion, enfin, toute cette oestrogène qui n'est pas sécrétée, toutes ces carences hormonales pendant plusieurs années, c'est très compliqué après de rétablir tout ça parce qu'en fait, il y a un impact sur la santé cardiovasculaire, sur les hormones, sur la santé osseuse, sur plein de choses qui font que une fois que c'est installé, c'est difficile Hmm. de revenir, enfin de contrebalancer tout ça. Donc, il faut vraiment prendre les choses assez tôt. Et pareil, les athlètes, voilà, il faut pas, non, il faut pas se dire oh, moi, ça m'arrange, j'ai pas mes règles, ça m'arrange et on verra plus tard quand je voudrais des enfants. Parce que croyez-moi que, encore une fois, il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas dans le corps, des choses qui se passent, plein de dérèglements, qui, une fois que le corps arrive à épuisement, Hmm. il dit stop et il n'y a plus de retour en arrière. Donc vraiment, si vous êtes atteint, enfin si vous avez des troubles du cycle même, ça peut aller vraiment à quelques jours de retard ou des cycles trop longs, des cycles trop courts, jusqu'à l'aménorrhée. Surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un Hmm. qui est expert, qui s'y connaît dans le sujet voilà, pour essayer euh, de, de prendre ça en charge. Après, il ne faut pas croire que si on n'a plus nos règles ou si on a des règles irrégulières et qu'on fait une grosse activité, et ben finalement, c'est pas forcément la gynécologue qu'il faut aller voir en premier lieu. Alors, Hmm. c'est très bien parce qu'une gynécologue qui saura vous orienter vers les meilleures personnes, mais 9 cas sur 10, c'est surtout un nutritionniste qu'il faut aller voir parce qu'en fait, c'est surtout à cause d'une dépense d'un apport énergétique qui Hmm. est pas assez qui est pas assez conséquent et on a un déficit énergétique en lien avec une activité physique C'est trop élevée, quoi. Ouais. J'allais y venir justement, tu vois, euh, pour avoir interviewé Clémentine Geoffrey, que tu connais très bien. Elle en a beaucoup parlé durant le podcast qu'on avait fait ensemble. Merci à elle d'avoir Ouais. témoigné autant. Et effectivement, ouais, ces troubles alimentaires avaient de grosses conséquences sur son cycle hormonal. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est que si on est une sportive, euh, qu'on prenne la pilule ou pas, et qu'on augmente l'entraînement et qu'on commence à avoir un dérèglement hormonal, ce qu'il faut regarder,
c'est plutôt du côté de la nutrition. Exactement. Ok. Et effectivement, de toute façon, je pense que toutes les femmes qui font du sport et qui ont des troubles du comportement alimentaire, je pense que toutes ont des troubles du cycle. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi complètement involontaire. On a l'impression de bien manger, de bien s'alimenter. Quand on est à table avec d'autres amis qui font pas forcément autant de sport que nous, on a l'impression déjà de manger 2 fois plus. Et pourtant, c'est toujours pas suffisant. Et moi, il y a beaucoup d'athlètes qui viennent me voir ou m'en parler et qui me disent « Mais je comprends pas, je mange plus que les autres. » Je dis « Non, en fait, faut... Tu cours 100 km par semaine. Ouais, il faut... C'est même... Enfin, c'est... plus. Il faut encore plus manger que ça, encore augmenter plus les glucides, plus les lipides. Et on peut pas. Parfois, ça peut étonner. Hein. Moi, c'est vrai que je me suis souvent pris des remarques. Alors, c'est souvent pas malveillant, hein, mais c'est bah, dis donc, tu manges bien pour ton gabarit, tu te resserres, tu machin. Et parfois, j'ai eu de la chance de jamais avoir eu dans ma jeunesse de troubles, de rapports malsains avec l'alimentation. Donc, c'est pour ça que souvent je laisse filer, quoique des fois ça m'arrive où je me dis mince quand même. Mais pour les athlètes qui ont eu un rapport un petit peu conflictuel, ça peut vite les faire sombrer et se demander si... les faire sombrer, les faire retourner dans des troubles du comportement alimentaire. Donc surtout, puis là, je parle du coup à l'entourage aussi, arrêter, même si c'est pas malveillant, si je pense qu'au fond, ils se disent c'est bien, tu manges bien, mais ouais, le tu manges bien, ça peut être interprété différemment par certaines personnes. Ouais, Et enfin, voilà, il faut pas... dès qu'il y a un trouble des règles en lien avec le sport, bien sûr, hein, vous voyez un gynécologue, il va éliminer toutes les autres causes gynécologiques et les diagnostics différentiels, mais si finalement on voit que souvent c'est à cause de l'alimentation et même si on a l'impression de manger suffisamment, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des patients qui sont anorexiques ou boulimiques qui ont ça. On peut manger tout à fait correctement comme son voisin ou son conjoint, et que nous, parce qu'on a un métabolisme bien plus élevé, parce qu'on dépense bien plus d'énergie, parce qu'on est fait comme ça, chacun est fait aussi différemment, et non, on a besoin de plus. Et si on a déjà des troubles du cycle, ça montre déjà que le corps envoie une alerte et dit non, mais en fait là, il faut m'en donner plus, quoi. Ouais. Bon, petite aparté d'homme à homme, à tous les auditeurs, ne faites jamais j'ai cru que tu allais me parler à moi, d'homme à homme, j'étais ouais, vas-y, dis-moi Bart. Messieurs qui nous écoutez, ne faites jamais de remarques sur ce que mange une femme, ou même sur son corps, tout simplement. Ne le faites pas, que ce soit votre mère, votre sœur, votre fille, votre cousine, votre copine, ou même une inconnue. Comme je dis, même si ça peut paraître une bonne intention, on ne sait pas sur qui, dans quelle oreille ça peut tomber. Et croyez-moi que la plupart du temps, il y a des rapports un peu compliqués, et souvent c'est mal interprété. Voilà, dis donc tu manges bien, ça peut paraître pas malveillant, mais finalement, je pense que ça peut... ça fait des dégâts. Tourmenter, ça fait des dégâts, ouais. Et peut-être que les hommes, on y est un petit peu moins, on y est beaucoup moins sensible, et on a tendance à oublier effectivement que le corps de la femme est très sexualisé, instrumentalisé dans nos sociétés, et que ce soit via les pubs, les films et tout, et que déjà il y a bien assez d'agressions psychologiques pour en faire d'autant plus. Beaucoup d'injonctions, parce que on va penser que quand on dit dis donc, une personne qui est assez fine et puis qui prend un peu de poids, on va dire c'est bien, t'as l'air en forme, t'as l'air d'avoir t'as des bonnes joues, par exemple. On va croire que c'est une bonne une sorte de compliment, sauf que la femme peut très mal le prendre en disant ça veut dire quoi, j'ai pris du poids, ça se voit. Et en fait, dans le sens inverse aussi, on va dire dis donc, t'es affûtée. Et ça, je trouve ça encore pire. T'es affûtée, ça se voit, t'es sèche, t'es bien prête, t'as fait un bon entraînement. En fait, souvent, c'est pas très bon, parce que quand on perd du poids et que ça se voit comme ça, c'est derrière très probablement qu'il y a eu des restrictions, qu'il y a eu des gestes, des restrictions et des attitudes au niveau de l'alimentation qui étaient peut-être pas très saines. Et ça va convaincre la personne, la femme en l'occurrence, qui a eu ces comportements, qu'en fait elle était dans le bien. Et pour moi, c'est un peu une injonction de dire c'est bien, t'es affûtée, parce qu'en fait
c'est pas forcément... Hmm. Normalement, une femme, pour avoir des cycles bien réguliers et bien procréer, c'est 20% de masse grasse. C'est pas normal qu'une femme, on voit tous ses abdos, toutes ses veines dépassées, qu'elle soit affûtée, comme on aime bien le dire. Hmm. C'est pas 20% de masse grasse. Donc faut pas croire que plus on est maigre, mieux c'est. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, petit message passé. Oui, mais merci d'avoir passé ce message. Pas de remarques. Et d'ailleurs, sur les hommes aussi, en fait, on a tous une relation Oui, très intime avec l'alimentation, exactement. très Les hommes, personnelle. On a tous quelque chose à dire. Et que ça soit, peu importe un régime avec... peu importe, pas de remarques sur l'alimentation. C'est individuel, c'est personnel. Et ça ne vous regarde pas. Voilà. surtout qu'on les fait vraiment tous différemment. Ouais, ouais. Et d'une personne à l'autre, les régimes vont être complètement différents. Et si on peut pas rentrer dans des cases comme ça c'est le pire, quoi. Ah ouais. Il existe beaucoup de maladies aussi qui aujourd'hui tu vois, qui peuvent avoir une conséquence sur le physique de la personne, mais qui n'ont rien à voir avec la qualité de son alimentation, tu vois. Enfin bref, tu sais mieux que moi. Ouais, Euh, exactement. euh, je pense on a fait pas mal, on a bien Ouais. balayé ce sujet. Euh, je voulais peut-être terminer aussi. Je me demandais sur revenir au sport après une grossesse. Moi, je l'ai constaté avec des amis, tu vois, j'ai 34 ans. J'ai eu mon groupe d'amis, tu vois, du collège, lycée et école, tu vois, qui ont eu des enfants. Et je vois que le retour au sport, il est très difficile. Euh, Moins de temps, hein, ça c'est sûr. L'éducation des enfants, c'est compliqué. Mais je vois aussi qu'il y a, je sais pas, des croyances ou l'impression de repartir un petit peu de zéro. C'est décourageant en fait. Les premières séances après un accouchement ou même longtemps après un accouchement, elles sont assez décourageantes. Et pourtant, j'en parlais avec Anaïs Chevalier-Boucher dans un épisode et elle me disait qu'elle avait vu des études scientifiques qui disaient que la VO2 max d'une femme augmentait Ouais. après, Après, ouais. après un accouchement et que c'était, pour les sports en tout cas d'endurance, c'était un vrai... Effectivement, ces articles, pour moi, ça a été fait sur des athlètes qui ont continué à pratiquer leur activité physique pendant la grossesse. Mais effectivement, mais après, ça se comprend très bien. Pendant la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Tu as des gros changements vasculaires où tu vas avoir une densité sanguine plus élevée. Tu auras une plus grosse, un cœur plus gros du coup pour donner, enfin, je vais vulgariser, hein, mais pour donner plus de sang à maman et au bébé. Tu vas avoir une augmentation de poids. Donc, si tu t'entraînes là-dessus, bien sûr, tu vas te faire une plus grosse musculature. Et puis, du coup, le sang, voilà, les capacités cardiovasculaires vont être un petit peu plus élevées. Tu as une énorme sécrétion d'œstrogène, d'hormones. Donc, l'œstrogène, ça a un effet anabolisant musculaire. Donc, en fait, tu vas te former aussi plus en muscle. Donc, effectivement, ça se comprend bien qu'on a une VO2 plus élevée. Après, ce que tu me dis, c'est qu'on a l'impression de Mais repartir à pour zéro. ça, sur ces études, c'est des femmes qui ont continué d'avoir Exact. une Ouais. activité physique pendant la Bien grossesse. sûr, oui. Ok. Oui. Oui, parce que si tu fais rien pendant la grossesse et qu'après tu fais ta VO2, hein, elle risque d'être... Mais si tu continues l'activité physique, mais pas forcément la même activité physique que ce que tu faisais avant grossesse, hein, tu peux même faire un peu moins de sport qu'avant grossesse et tu peux augmenter ta VO2. En tout cas, il y a d'autres études qui montraient que sur les athlètes notamment de haut niveau, qui, en fait, tu peux très bien revenir à ton plus haut niveau après une grossesse. Il n'y a absolument pas de problème. Après, il y a pas probablement l'effet, enfin pas probablement, mais il y a surtout l'effet âge aussi. C'est-à-dire que si tu as une grossesse avant ton... Parce que bien sûr, de toute façon, il y a un pic de performance en fonction de l'âge. Et je crois qu'à partir de 30 ans quand même, hein, c'est un peu comme la fertilité, tu es à ton pic de performance à 30 ans, puis après ça décroît un petit peu. Mais si tu as une grossesse dans ton pic de performance entre 20 et 30 ans, il n'y a pas de raison que tu continues dans ta progression de la performance. Si tu as une grossesse en fin de carrière à 35 ans, à 38 ans, ça va être compliqué quand même de retourner à son plus haut niveau. Mais sinon, non, on peut vraiment retourner à son plus haut niveau. Après, oui, il y a l'effet... en tout cas, d'un point de vue physiologique, scientifique, enfin surtout physiologique,
il n'y a pas de raison de ne pas réussir à retrouver son niveau d'avant après une grossesse. Après, comme tu dis, il y a toutes les contraintes à côté, le sommeil, le temps, etc. Après, il faut être bien accompagné d'un conjoint qui... et bah, voilà. Mais je trouve que on y vient de plus en plus, mais il y a aussi cette injonction sociétale où la femme doit... Je te dis ça à toi, t'es papa, et à mon avis, tu dois bien décharger maman aussi. Mais souvent, il y a beaucoup de familles et beaucoup de femmes où bah, elles en font quand même un petit peu plus que Bien papa. sûr, bien sûr. Et puis bon, bah aussi, maman, elle allait, hein, et pas papa. Enfin, il y a plein de choses qu'une femme veut faire et pas le papa. Mais il y a ça aussi, effectivement, qui est compliqué. Mais en dehors de tout ça, il faut savoir déjà... faire attention aussi en reprise de la course à pied. Là, encore une fois, c'est par rapport surtout au périnée et par rapport au fait que pendant la grossesse, on a eu probablement 10-15 kilos de plus. Donc là, la variation de poids, ça peut être aussi embêtant sur les articulations. L'accouchement, le fait d'avoir eu du poids sur son périnée pendant la grossesse, ça fait que ça y a eu un gros... les muscles du plancher pelvien sont beaucoup plus faibles, donc il faut vraiment attendre que tout se reconstitue. Donc il faut quand même au moins 4 bonnes semaines et au mieux 6 semaines avant de reprendre comme une activité type course à pied. C'est vraiment important d'avoir ce délai de 6 semaines pour que tout se reconstitue et qu'on n'ait pas de soucis après. Parce qu'en plus, c'est un peu vicieux parce que les symptômes et les pathologies, elles vont venir plutôt quand on va se rapprocher de la ménopause ou plus tard dans la vie. Donc c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte maintenant, mais c'est un engagement pour l'avenir. Et par contre, ben voilà, il y a plein effectivement, on repart à zéro, mais moi je trouve ça aussi assez... à zéro. Je trouve ça aussi assez agréable, mais on repart à zéro tout autant que si on était blessé puis qu'on a arrêté pendant 3 mois. Finalement, je sais pas, toutes les personnes qui ont été blessées et qui ont dû reprendre, on a sûrement été blessé quand on était sur une phase de plateau. On a tout arrêté, notre corps s'est rechargé, on s'est reposé et en fait, après, on a l'impression de reprendre à zéro, mais par contre, la progression, on retrouve cette progression exponentielle. Et moi, je trouve ça finalement hyper chouette de se dire qu'on part à zéro, mais qu'en fait, au bout d'1 mois, on arrive déjà à avoir de bonnes sensations et qu'au bout de 2 mois, on arrive à retrouver son niveau. Finalement, c'est même plus motivant que d'être sur cette phase de plateau. On essaie de grappiller les secondes et les minutes. Mais il faut il faut être assez vigilant donc, sur cette période dont je parle. Après, même dès le lendemain de l'accouchement, on peut commencer à faire quelques exercices de périnée, d'abdominaux, etc. pour essayer de bien renforcer le périnée. Et puis après, comme n'importe quel arrêt, quand on reprend la course à pied, un protocole type... marche-course, type ligne du coureur, voilà, ça va pas aller, il n'y aura pas forcément de spécificité par rapport à de la femme en postpartum par rapport à quelqu'un qui a arrêté de courir pendant 3 mois ou pendant une période assez importante, sauf que la femme enceinte, à côté de ça, elle va pouvoir essayer de faire un peu plus attention à son périnée, puis faire des exercices de core training ou d'abdominaux, hypopressifs, etc. Ouais. Je sais qu'avec les sportives, pour en avoir parlé du coup à la fameuse gynéco qui, elle, recommandait le sport à la mère de mon fils, c'était, pour en avoir parlé, il disait qu'avec les sportives, elles étaient beaucoup plus sensibles aux exercices sur le périnée à faire pour remuscler le périnée en post-accouchement. Et que là, les sportives, effectivement, elles le faisaient toutes parce qu'elles comprenaient assez rapidement les enjeux et ça leur faisait en fait une petite séance, tu vois, à retrouver, tu vois. Donc ça relance. Exactement, on a l'impression de faire quelque chose. C'est comme quand on est en coupure et qu'on peut rien faire. Souvent, on va se dire, allez, je vais faire un peu d'abdominaux, c'est pas grand-chose, mais j'ai l'impression de faire quelque chose. Donc puis, elles sont plus sensibilisées d'une part parce que, comme je te dis, de toute façon, le sport, déjà, il y a un facteur de risque d'incontinence urinaire. Donc probablement qu'elles ont déjà eu des petites fuites urinaires, des urgenturies, déjà eu des petits troubles à ce niveau-là. Et aussi parce que les sportifs sont, comme tu dis, ça leur donne l'impression de faire une petite activité. Donc voilà, et puis on est peut-être un peu plus proche de son corps et plus avoir envie de prendre soin de sa santé. Ouais, je pense aussi, il y a un côté proximité du corps. Je voulais te poser une dernière question, peut-être avec ton expérience personnelle. C'est pas obligatoire, mais est-ce que c'est intéressant de travailler, notamment sur les sports d'endurance, ou ça peut être les sports d'explosivité, tu vois,
d'aménager son plan d'entraînement en fonction de son cycle et où est-ce qu'on se trouve dans son cycle. J'en avais un petit peu parlé du coup avec Marie. Elle me disait que effectivement, désolé, j'ai déjà oublié. Alors, Il y avait une phase avec. Ouais, je vais le où il y avait décrire. plus. En fait, Vas-y. pour moi, il y a la théorie et la pratique. Et en théorie, oui, en théorie, il y a un cycle menstruel. Donc, il est fait, on va dire, à peu près d'un mois, de 28 jours. Le premier jour, c'est le premier jour des règles. Du premier jour des règles jusqu'au 14e jour, c'est la phase qu'on appelle folliculaire. Et donc, c'est à ce moment-là où, progressivement, on va avoir une hausse, enfin, une sécrétion des hormones, surtout œstrogènes. Donc, les hormones œstrogènes, c'est les hormones qui vont te donner de l'énergie, de la puissance. Voilà, c'est les Wonder Woman, comme aime bien le dire Juliana Antero. Enfin, c'est une chargeuse de l'INSEP qui est hyper. Ah ouais, elle est super. Ouais, qui est très. Qui fait beaucoup de travail là-dessus sur le sport au féminin. Donc, la Wonder Woman qui va te donner vraiment de l'énergie, arriver jusqu'à à peu près au 14e jour. Alors, bien sûr, hein, ça dépend de. Mais grosso modo, au 14e jour, c'est là où on aura l'ovulation, donc le pic de LH. On commence à avoir l'ovulation, là, à ce moment-là, c'est le feu d'artifice. Et ensuite, du 14e jour au 28e jour, on aura la phase qu'on dit lutéale. Donc à ce moment-là, l'œstrogène va un petit peu diminuer. On aura une augmentation de la progestérone. Et la progestérone, c'est plutôt l'hormone du bien-être, de la relaxation. Donc, dans la théorie, si on devait aménager son entraînement par rapport à ses hormones, la science voudrait qu'on fasse des entraînements un peu plus intenses, de HIIT, en première partie de cycle, où on a l'hormone qui donne la pêche, qui est plutôt anabolisante, qui, au niveau du plan musculaire, qui donne de l'énergie et de l'intensité, et plutôt faire des sorties plutôt en endurance dans la deuxième phase du cycle où on a de la progestérone qui va être plutôt l'hormone du bien-être puis même aussi il y a un métabolisme qui va être différent, on va être plus sur du coup plus un peu sur les lipides en fin de cycle et bien plus sur les glucides aussi en début de cycle. Donc ça c'est la théorie. C'est la théorie. Mais en fait en pratique c'est très compliqué. D'une part parce que comme je te dis ces femmes-là, il faut qu'elles aient des cycles réguliers, ce qui est rare. Il faut qu'elles ne prennent pas la pilule, parce qu'en fait, la pilule, ça te... Ça stabilise. Ouais, en fait, tu as une sécrétion, mais exogène, et du coup, ça n'a pas les mêmes effets en fait, des hormones. Donc, il ne faut pas prendre la pilule, il faut avoir des cycles réguliers. Moi, je connais quand même peu d'athlètes dans ce cas-là. Et en plus, c'est compliqué en fait, à organiser d'un point de vue de l'entraînement, parce que tes séances, non, en fait, ça tombe mal, parce que ta compétition, elle est là. Moi, je n'avais pas prévu de te le mettre cette semaine-là. Donc, c'est un peu compliqué à adapter. Il y a une chose, par contre, qui se fait bien plus. L'entraînement par rapport au cycle, à l'ovulation, aux sécrétions d'hormones. Tu crois pas trop, toi? Si, je voudrais y croire, mais pour l'avoir déjà essayé de le faire, en fait, les séances, ça tombe. J'étais quand même plus attachée à faire le bon planning d'entraînement par rapport aux compétitions, par rapport au microcycle, au macrocycle, que par rapport aux hormones. Et des fois, ça tombait mal. Tu vois. Donc, je trouve ça pas très pratique à mettre en jeu. Mais des fois, on peut essayer de se surfer. On peut dire, ah bah tiens, je voulais faire ça, et puis ça tombe bien. Ou alors, si on hésite entre deux entraînements, c'est bien. Ou alors se dire, aujourd'hui, je vois que je me sens bien. Tiens, en plus, ça tombe bien parce qu'effectivement, je suis en milieu de cycle. Donc là, normalement, je dois pas être loin de l'ovulation. Je devais faire ma séance un peu intense dans 2 jours. Je la ferai peut-être maintenant parce que là, je sens que je suis bien. Ou inversement, je me sens pas terrible parce que je suis en fin de phase lutéale, j'ai des rétentions d'eau, je me sens lourde, fatiguée. Je vais peut-être décaler la semaine prochaine ma séance bien intense. Et là, ce que je voulais dire aussi, c'est par contre ça, effectivement aussi la période, le syndrome prémenstruel. Donc c'est souvent avant les règles où on a des œdèmes, de la fatigue, de manque de motivation, un petit syndrome dépressif, etc. Donc ça, c'est à la fin du cycle. À la fin du cycle, juste avant les règles. Ouais. Donc là, souvent, moi, je vous déconseille quand même de faire des trucs qui poussent vraiment parce qu'en fait, vous mettrez plus de stress à votre corps qu'autre chose. Et aussi pendant les règles. Alors pendant les règles,
il n'y a pas vraiment d'effet délétère à aller pousser son corps. Sauf qu'en fait, quand on a des règles douloureuses, hémorragiques, etc., souvent on n'a pas envie d'aller vraiment s'embêter. Donc voilà, peut-être faire un peu plus d'endurance ou de l'intensité, mais voilà, un petit peu rapide et court, juste pour réactiver un petit peu son système sympathique et se réveiller un peu. Ça, par contre, tu vois, je serais plutôt que de calculer vraiment à quel moment ton pic d'œstrogène est au max, plutôt faire voilà, aux sensations. Je connais mon cycle, je sais que là, à ce moment-là, je suis pas terrible, donc on va peut-être pas pousser la machine un peu trop loin, parce qu'en plus, comme je te dis, à l'approche des règles, c'est là où on aura une petite inflammation, un syndrome peu plus... c'est là où le système sera pro-inflammatoire. Et si tu rajoutes un entraînement intensif avec de l'inflammation dessus, tu auras du mal à récupérer. Du coup, après, ça va biaiser tout ton entraînement par la suite. Donc voilà, je suis plutôt tendance à s'écouter. Et ça, les femmes le savent très bien, les moments s'écouter. Plutôt que de calculer sur ton plan d'entraînement, dans 2 mois, tu auras tes règles ce jour-là, donc je te mettrai tu auras l'ovulation ce jour-là, je te mettrai cette séance ce jour-là. Souvent, c'est un peu compliqué. Ok. C'est intéressant, ouais. Mais ouais, parce qu'en fait, si tu veux, je me dis que moi, tous les plans d'entraînement que je lis, ils en prennent pas du tout considération. Et du coup, je me dis, quand tu me dis je préfère prioriser l'entraînement par rapport aux séances plutôt que par rapport à mon énergie, enfin mon cycle, voilà, bah, je me dis, mais si personne n'essaye de faire dans le sens inverse, c'est-à-dire d'adapter l'entraînement, bah, qu'est-ce qui Non, mais je pense que ça peut être... nous prouve que c'est la meilleure comme démarche, ceux quoi. qui, je sais pas, qui font le HRV ou qui vont faire à plein de choses. Je pense que ça peut être un outil parmi d'autres qui peut dire, bah là, j'avais prévu ça, mais il y a ça, plus bah, du coup, plus les règles qui se rajoutent, donc peut-être que je le ferai pas, ou j'avais prévu de faire ça, mais ça tombe bien parce qu'en plus, tu seras au niveau de ta phase folliculaire, et donc du coup, c'est là où tu auras une meilleure sécrétion et que tu vas mieux. Donc moi, je pense que ça peut être un outil, effectivement. Ça peut être un outil, mais il ne faut pas se baser que là-dessus. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que c'est très bien l'outil. Et oui, moi, c'est encore mon cheval de bataille, c'est qu'en fait, 90% des études sont faites chez les hommes et pas chez les femmes. Donc en fait, tous les entraînements, tous les prérequis sur l'entraînement et sur la physiologie du sport qu'on connaît, bah, elles sont faites que sur des études chez les hommes, sauf 10%. Donc très peu. Et donc du coup, on va avoir tendance à vouloir coller l'entraînement d'un homme à une femme, mais non, les femmes ne sont pas des petits hommes. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on fasse de plus en plus d'études chez les femmes pour que peut-être que là, effectivement, on dégagera des spécificités et qu'on arrivera à faire bouger les choses. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, tu sais, quand on entend en plus, oui, il faut faire 20% de son entraînement au seuil ou à telle vitesse ou à telle fréquence cardiaque, et que tu te dis, mais... Ça dépend tellement des gens aussi. Ouais, voilà, exactement. 20%, quand tu fais 5 heures d'entraînement par semaine, les 20%, ils sont énormes. C'est pas comme si tu en faisais si tu faisais 20 heures, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Exactement, on essaie souvent de transposer soit des méthodes du haut niveau comme des vérités générales pour des gens qui ne s'entraînent pas autant, et de transposer aussi des vérités qu'on a vues sur des hommes, sur des femmes. On a souvent tendance à vouloir faire des généralités. Malheureusement, l'humain, heureusement, tous les humains sont différents et leurs particularités. Et c'est difficile de les faire rentrer dans des cases. Ok. Bon, je crois que cette fois-ci, on a fait le tour. Ouais, je sais pas ça passe très vite, je sais pas combien de temps on a fait. Mais presque 2 heures. Mais je suis content, merci beaucoup. Bon, parce que voilà, ça me tenait vraiment à cœur, et je pense qu'on a aidé beaucoup de personnes, ou en tout cas, on a essayé de vraiment clarifier, de mettre les choses à plat, et de le faire avec toi qui a vraiment ce double avis, tu vois, celui de la pratique, celui de la théorie, et de la pratique sportive et de la théorie sportive. Ouais, en tout cas, j'ai envie de dire aux auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Et puis voilà, sachez qu'à partir de probablement 2025 ou 2026, peut-être que je vais être beaucoup plus disponible pour vraiment faire la gynécologie du sport, et je ferai peut-être des téléconsultations, etc. Et donc là, n'hésitez pas à contacter, et puis pour que je puisse vraiment faire
pouvoir pratiquer vraiment ma passion parce que et puis je suis vraiment voilà, très motivée à faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter si vous avez des questions ou des demandes et je serai heureuse d'aider. Ouais. C'est très généreux de ta part. J'ai peur que tu aies un torrent de messages. Ouais, mais bon, ben. Mais ça sera pour la bonne cause. Oui. En tout cas, dites-nous si vous avez aussi aimé l'épisode et si vous souhaitez qu'on en refasse. Pourquoi pas avec Blandine, avec des questions plus spécifiques. Ça pourrait toujours être l'occasion. Les en tout thèmes cas. sont très très vastes et on n'en manquera pas. Exactement, comme tu le dis. La toute dernière question que je pose, c'est un passage de micro. C'est de savoir quelle est la prochaine athlète ou le prochain athlète que tu me recommandes d'aller voir pour parler de tout, de rien. Vous en avez dit tellement. Enfin, vous en avez dit ça tellement. peut être Vous en quelqu'un. avez déjà eu tellement des athlètes. Ça peut être quelqu'un qui revient aussi, tu vois, ou ça peut être une interview. Tu te dis, tiens, là, ils sont passés à côté, il y a un truc qu'ils n'ont pas trouvé, ou qu'ils n'en ont pas parlé. Donc voilà, qui est-ce que tu aimerais écouter? Écoute, je réfléchis. Mais le problème, enfin pas le problème, hein, mais c'est que c'est toujours la même personne que je ressors, mais c'est une personne qui m'inspire Vas-y. énormément, c'est Anaïs Kemener. Mais est-ce que vous l'avez déjà reçue? Toujours pas. Ah, Toujours bah pas. voilà. Voilà, moi je trouve que son parcours, moi en tant que femme, il est exceptionnel. Le passage de la maladie, du cancer du sein, la résilience, la continuer à courir tout le temps. Elle est même là encore, elle est encore, elle nous en met encore plein les yeux. Donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire et si vous arrivez à la voir, ça pourrait être hyper intéressant. Ok. Et je sais qu'elle est déjà passée sur pas mal de podcasts, mais on aura forcément des idées pour des questions un peu nouvelles et l'amener sur des sujets sur lesquels on l'a peut-être un petit peu moins entendu. Mais ça sera avec grand plaisir. Ouais. Pour moi, c'est une vraie rôle modèle aussi. Donc, merci pour cette reco. Et bah, de Voilà. rien. À très bientôt. Et bah, à très vite. Ciao, ciao. Ouais, ciao.